Alors, salut tout le monde, bienvenue au Ciné Club de Rico, une vidéo que certains d'entre vous attendaient, j'en suis sûr. Oh Notre oui, moi je top... l'attendais en tout cas. Ah oui. Et le cinéma d'horreur, c'est un genre qui passionne beaucoup les cinéphiles. Peut-être un peu plus même que tous les autres genres, parce que on le voit hein, sur Internet, les gens qui font des top 10, des top 20, sont toujours critiqués. Hein? Les gens vont toujours dire « Ah, t'as oublié de mettre tel film, Oui, oui. t'as oublié de mettre Hellraiser, t'as oublié C'est de mettre... » inévitable. Exactement. Ça crée des débats et les gens, des fois, sont pas contents de voir que leur film préféré fait pas partie, mettons, d'un top 20, d'un top, Ça arrive tout le temps. d'un top 15. Je vous garantis que ça va arriver aujourd'hui aussi. Et ça va arriver aujourd'hui parce que aujourd'hui, on s'est consulté. Hein, ça a été quand même. C'est toujours difficile de faire un top 20, un top 15, un top, peu importe. Oui, peu importe. Difficile. C'est toujours difficile. Et Anthony et moi, on s'est consultés. On essaie de vous monter, selon nous, le meilleur top. Et là, j'avais annoncé un top 30. Mais ça ne sera pas un top 30, ça va être un top 31. Parce que 31 jours au mois d'octobre, c'est les 31 jours d'horreur de l'Halloween. Donc, les 31 jours du mois d'octobre, ça demande 31 films. Donc, on en a ajouté un à la dernière minute. C'est-à-dire, ce soir même, qu'on a décidé d'ajouter un film de plus. Oui, ça faisait tic-toc, tic-toc, tic-toc. Exactement. Fait que là, on a décidé de, à la dernière minute, là... On vous en a rajouté un. Donc, c'est peut-être celui que vous auriez dit, ah, il n'était pas sur la liste. Eh bien, on l'a rajouté ce soir. Donc, on vous avertit, on a choisi 31 films qu'on considère être les 31 meilleurs films d'horreur de tous les temps. Et c'est selon notre opinion. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai été surpris, Anthony, comment nos goûts se ressemblent parce qu'on n'a pas eu trop à chicaner sur les films. Non, c'est ça, on ne s'est pas débattu tant que ça. Il y a eu des petites variations, là, le classement peut-être qu'on a changé de la hauteur et l'élévation de certains films. Là. On pourra le mentionner à quelques reprises. Oui, c'est ça. C'est ça. Grosso modo, on s'est entendu sur un top 31 qui, à notre avis, correspond aux 31 meilleurs films d'horreur de tous les temps. Et c'est débattable. Hein? Vous avez le droit d'avoir vos choix, vous avez le droit de ne pas être content, vous avez le droit de... nous, les critères qu'on a utilisés, d'une part, ça prenait des films qui nous plaisent, des films qu'on a aimés, ça c'est le critère numéro 1. Des films qui ont passé l'épreuve du temps, parce que on prendra pas un film qui est sorti, mettons, cette année, parce que... À mon avis, pour qu'un film mérite d'être dans cette liste-là, il faut que le film ait eu un peu de vécu, qu'il ait eu un peu... en même temps, ça prend des films qui ont eu une certaine influence sur le genre. Fait que peut-être des films qui sont très bons, qui sont sortis l'année passée et cette année, mais ils n'ont pas encore fait le test du temps. Là. Peut-être que quand on refera cette liste-là, dans peut-être 10 ans, on se ravisera. Mais pour l'instant, on a choisi des films qui ont influencé le cinéma d'horreur, qui ont changé la face du cinéma d'horreur, des films qui ont été importants dans l'histoire du cinéma. C'est pas juste des grands films d'horreur, c'est des grands films tout court pour la plupart. Je pense, en tout cas, que si vous avez ces 31 films-là dans votre collection, vous êtes vraiment équipé d'une belle collection de films d'horreur. Donc, dans un petit instant au Ciné Club de Rico, restez là, parce qu'on part de la position 31 jusqu'à celui qu'on considère comme le film d'horreur parmi tous les films d'horreur, le numéro 1. Au Ciné Club de Rico. Oh yeah. Alors, Anthony, c'est le moment que on attendait et que les gens attendaient. Je suis certain. Il y a des gens qui dormaient plus, hein. Je suis certain de ça. Moi, entre autres. À l'attente de la sortie de notre classement des 31 meilleurs films. C'était les 30 meilleurs films à aller jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est les 31 meilleurs. Alors, on va commencer. On va ouvrir le bal avec un film que j'ai trouvé vraiment, vraiment super le fun. C'est peut-être un des films d'horreur les plus fun qui est sorti dans les années 80. D'ailleurs, il y a Quentin Tarantino qui a parlé récemment que quand ce film-là est sorti, il considérait ce réalisateur-là parmi un des plus prometteurs. Et malheureusement, il n'a pas fait grand-chose de notable après. Il a fait quelques films amusants, ça, c'est vrai. Mais rien à la hauteur de Reanimator qui est sorti en 1985 et on parle d'un film de Stuart Gordon qui est librement inspiré d'une nouvelle de H.P. Lovecraft qui était sortie en 1922, qui s'appelait Herbert West Reanimator. Ça parle d'histoire au début, on est à Zurich, on a un docteur, un étudiant en médecine qui s'appelle Herbert West,
qui essaie de réanimer, il essaie des expériences, il essaie de trouver un sérum pour réanimer les morts. Il va essayer de réanimer sans succès son professeur qui va mourir au début du film. Il va déménager au Massachusetts où il va travailler pour un hôpital. Il va héberger dans une maison qui est la propriété d'une personne qui travaille à l'hôpital, et il va monter un laboratoire dans son sous-sol et il va perfectionner sa formule pour réanimer les morts. Il y a un coloc qui habite avec lui qui va l'aider dans ses expériences. Il va se mettre, ça va fonctionner, il va commencer par réanimer un chat, ça va marcher. Il va réanimer ensuite la tête d'un personnage qui va prendre vie. Donc, il va se mettre à réanimer les morts, mais vous vous doutez bien que ça va mal tourner tout ça. Hein? Les morts reviennent à la vie, mais pas tout à fait dans l'état qu'on souhaiterait les voir. C'est vraiment amusant comme film. Il y a un côté très humoristique là-dedans. Stuart Gordon, en même temps, lésine pas dans le ketchup. Hein? Il nous donne du gore à profusion. Le film fonctionne vraiment très bien. C'est le genre de film d'horreur là, qui a du gore dedans. Là. Ah oui, énormément. C'est un gore fest. Vous allez peut-être remarquer, au début du film, le thème de Reanimator a été composé par Charles Band, qui va devenir un producteur de cinéma, qui va faire du série B, qui va venir même à la tête d'un studio à un moment donné. C'est lui qui a fait les films Puppet Master, puis des petits films comme ça. Il a composé la musique, le thème de Reanimator, qui est inspiré du thème de Bernard Herrmann pour Psycho. C'est pratiquement le même thème. À quelques variantes près, ça se ressemble dangereusement. Donc, Reanimator, Stuart Gordon va retravailler avec des histoires de Lovecraft. Il va faire notamment From Beyond en 1986, qui était peut-être son deuxième meilleur film après. Castle Freak en 1995 et Dagon en 2001. Donc, c'est un bon réalisateur, mais c'est jamais devenu un grand réalisateur. Mais ce film-là, ça demeure un petit classique du genre. Reanimator, qui est sorti en 1985, qui occupe la 31e position. Oui. Un bon film. Au moins, Stuart Gordon, il pourra toujours dire qu'il a fait Reanimator. Reanimator. Alors, Numéro 30. Numéro 30. Un film très controversé, un des plus controversés de tous les temps, Cannibal Holocaust. Ici, j'ai une très, très belle édition en passant, là, de Grindhouse Releasing. Hein, il y a tout là-dedans. Il y a tout dans la trame sonore. Il y a la trame sonore ici. Qui est magnifique. Magnifique, oui. Trame sonore. Ici, c'est l'intérieur, le disque en soi, là. Super belle édition. Évidemment, on connaît un petit peu, tout le monde connaît un petit peu ce film-là qui a été banni d'ailleurs longtemps dans plusieurs pays et qui a été longtemps inaccessible, même en Amérique du Nord. Là. On peut-tu dire que c'est le premier vrai found footage movie? Là? C'est le found footage movie. Found footage, là, c'est ce qu'on voit un peu dans le projet de Blair Witch. Hein, c'est un film où on a l'impression que c'est comme un documentaire un peu, là, que ça a été filmé comme si c'était un documentaire, là. Exactement. Et puis, c'est un petit peu, c'est Cannibal Holocaust, en fait, qui a lancé cette vague-là de cinéma, là. Ce n'est pas le projet Blair Witch, c'est effectivement Cannibal Holocaust. Le projet Blair Witch a vraiment ramené un peu le genre, la popularité. Il a ramené le genre dans les années 90, oui, ça c'est vrai. Ça part d'une équipe de journalistes, 3 hommes et une femme qui s'en vont dans la jungle amazonienne pour faire une espèce de reportage sur les cannibales, pour essayer de trouver des vraies tribus cannibales. Ils vont disparaître et le gouvernement américain va envoyer une autre équipe pour essayer de les retracer. Et ils vont retrouver des cassettes, des enregistrements. Et c'est là qu'on voit, et c'est là que se trouve vraiment l'histoire du film, là, le centre de la narration là, du film. Là. Ouais, on va voir les choses horribles. Les choses horribles. qui leur sont arrivées, mais on va voir également les choses horribles qu'ils ont fait. Parce que dans le ils ont fait des choses horribles et ils ont comme un petit peu, on peut dire, payé pour ce qu'ils ont fait là. Ben, les choses horribles qu'ils ont fait. Ils ont cherché un peu leur destin. Oui, ils ont cherché un peu leur destin, effectivement. On voit dans le fond que les méchants du film, c'est pas les cannibales. Pas tout à fait les cannibales, oui. Donc, Cannibal Holocaust qui occupe la 30e position. Bien sûr. C'est très bien mérité pour le film de Ruggero Deodato qui s'est ramassé en prison pour ce film-là. Oui, ça a été toute une controverse, effectivement. Même, il y en a qui pensaient que les acteurs étaient morts parce que les effets spéciaux étaient tellement réalistes, là, ça avait l'air tellement vrai. Oui, la fille qu'on voit sur le pic, là, qui est en train de glisser. Il y en a qui pensaient vraiment que les choses étaient vraiment arrivées pour de vrai, en tout cas.
Mais il a fait ça avec les moyens du bord, ça a marché. Ça a marché, puis ça marche encore, ça part encore très bien. Ouais, c'est le représentant, on pourrait dire, du found footage puis du film de cannibale, parce que c'est le plus célèbre de toute la gamme. Le plus célèbre de ce genre-là. Il y en a eu plusieurs dans ces années-là. OK, en 29e position, un autre film important de l'histoire du cinéma qui est sorti en 1935. Anthony, tu vas nous en parler, c'est... The Bride of Frankenstein. Oui, c'est un vieux film, 1935. James Whale. Oui, James Whale, effectivement. On connaît un petit peu l'histoire de Frankenstein, hein, de 1931, le film, l'original, le premier. The Bride of Frankenstein, ben là, ça le dit, hein, c'est un petit peu l'épouse du monstre de Frankenstein, du docteur Frankenstein. À la fin du premier film, Frankenstein, le monstre de Frankenstein devait mourir dans le moulin, là, qui était en feu. On apprend dans celui-là qu'il a survécu, finalement. Là. Et toutes les scènes célèbres, la plupart des scènes célèbres qu'on revoit de cette série de films-là viennent de ce film-là, plus que du premier. Tu sais, dans Young Frankenstein, Mel Brooks avait parodié beaucoup de scènes de ce film-là, notamment le décor qu'il avait repris. Et la scène où le monstre se retrouve chez un aveugle, c'est dans ce film-là. Où il va acheter une petite fille à l'eau, c'est dans ce film-là. Et justement, il va être récupéré par après par un professeur qui est comme un collègue du docteur Frankenstein et il va lui suggérer de faire une fiancée pour le monstre. Et la fiancée, elle est l'image de la fiancée, là, son portrait, là, c'est quelque chose d'iconique. Là. C'est devenu on reconnaît, tout le monde reconnaît sa posture, là, puis sa présentation, puis son habillement, son costume, on a vu apparence. On a vu des publicités à la télévision avec ça. On la voit ici sur la couverture, là, puis on la voit aussi ici, un petit peu ici, là. Mais évidemment, tout le monde connaît l'image de la fiancée de Frankenstein. On a choisi ce film-là parce qu'on considère que c'est peut-être le film qui représente mieux l'époque des monstres de la Universal. Il y a eu Dracula, il y a eu The Wolfman. C'est tous des bons films. Hein? C'est tous des films qu'on aime. Hein? On le dit en passant, les films qui sont pas nommés ce soir, c'est pas parce qu'on les aime pas. C'est parce qu'on en a 31 à choisir. Exactement. Et ça a été déchirant pour nous de faire le choix. Fait qu'il a fallu qu'on en élimine plusieurs qu'on aimait. Donc, Bride of Frankenstein de James Whale en 29e. On en parle encore aujourd'hui, là. C'est vraiment resté ce film-là. Il a passé le test du temps, comme on disait tantôt. Exactement. En 28e position, tu peux peut-être nous le montrer, Anthony. An American Werewolf in London de John Landis, qui est sorti en 1981. Un autre film très connu aussi, populaire commercialement aussi, là. Oui, et c'est le film de loup-garou qui représente le genre dans notre tu as vraiment une belle édition, Éric, là, franchement. Oui, c'est une édition qui vient de l'atelier de l'image en France. Donc, il y a du stock dedans. C'est vraiment assez complet comme édition. Je vois qu'il y a un livret. Donc, rapidement, American Werewolf in London, c'est l'histoire de deux amis qui arrivent à Londres. C'est des Américains. Hein? C'est David Kessler et son ami Jack qui arrivent à Londres. Ils débarquent là et sont dans la campagne londonienne au début. Ils vont dans un petit bistrot, vont rencontrer du monde là qui ont l'air un peu bizarre. Après ça, ils vont sortir dehors, ils vont se faire attaquer dans la campagne londonienne par un loup-garou. Il y en a un qui meurt, Jack meurt, et David va survivre à l'attaque. Il va être mordu, il va se réveiller dans un hôpital. Il va être soigné par une belle infirmière qui est jouée par Jenny Arguter qui est là-dedans. Mais ce qui est célèbre du film, il y a évidemment de l'humour, parce que c'est fait par John Landis, qui est un réalisateur de comédie d'abord et avant tout. Il avait fait notamment, il avait fait Schlock, le tueur à la banane. Il avait fait également le film National Lampoon Animal House. Il avait fait The Blues Brothers, Kentucky Fried Movie, c'est lui également. Donc, en 81, il est arrivé avec ce film-là et s'est lancé dans le genre horreur. Et il va participer à 2 projets de loup-garou parce que c'est lui qui va faire le clip de Michael Jackson, Thriller, qui est une histoire de loup-garou aussi, où il y a des zombies, il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Mais ce qui est célèbre, d'abord et avant tout, quand on pense à American Werewolf in London, c'est les maquillages de Rick Baker. La transformation du loup-garou, c'est la scène incroyable. Encore incroyable aujourd'hui. Quand on la regarde, c'est encore plus spectaculaire que toutes les scènes de loup-garou qu'on voit qui ont été faites en CGI. Parce que là, on voit vraiment des prothèses. Hein? Il y a vraiment créé des trucs où on voit la transformation. La transformation est incroyable. Là. C'est encore incroyable aujourd'hui. C'est ça.
on voit, je passe une petite parenthèse, là, les effets spéciaux, des fois, qui étaient plus pratiques, là, tu sais, qui étaient plus, justement, les practical effects, comme on dit en anglais, là. Ça passe mieux aujourd'hui, mais on dirait que certains effets spéciaux plus CGI, là, tu sais. Ouais. Puis c'est parce qu'on a vraiment l'impression, on a une impression organique un peu avec Oui, tout ça. c'est ça. Les loups-garous avant au cinéma, on filmait un visage, on maquillait un peu, de toute façon on filmait un peu, c'était comme une surimposition d'images. Ouais. Mais là, pour une fois, Rick Baker s'est dit, on va vous le montrer, la transformation, on va vous montrer le nez qui allonge, les doigts qui montent, on le voit tout en sueur avec le dos, il souffre, là, la transformation. C'est souffrant, là, tu sais, de se transformer, là, tu sais. Donc, ça fait de ce film-là le plus grand film du genre, instantanément. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est, à mon avis, le plus grand film du genre. C'est vraiment impressionnant. Et on a créé, à cause de ce film-là, la catégorie meilleur maquillage aux Oscars avec les maquillages de Rick Baker. C'est grâce à ce film-là qu'on a décidé on s'est dit, bon, faut saluer la contribution de Rick Baker avec ce film-là. Donc, tellement c'était une merveille. Ouais. Alors, en 28e position, c'était American Werewolf in London qui est sorti en 81. Bravo, John Landis. Bravo. Yes. John Landis, Rick Baker. Yes, sir. Alors, on continue avec House. C'est un film japonais. Numéro 27. Oui, numéro 27. House, 1977. Oui, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle House qui est sorti dans les années 80 avec William Katt, qui est bon aussi. Qui est bon aussi, qui est amusant. Mais c'est pas House de 1977, là. C'est pas celui-là de Nobuhiko Obayashi. J'espère que je le dis bien. Obayashi. Ouais. Ça, c'est plutôt psychédélique, là. C'est assez weird, on peut dire, bizarre, étrange, mais dans le bon sens du terme. Oui, ici, on dit, ils disent le psychédélique, ils disent comme un épisode de Scooby-Doo filmé par Mario Bava. Mais imaginez-vous que très bon film, par exemple. Obayashi, c'était son premier film au cinéma. Il n'avait jamais réalisé de film avant. C'est un gars qui venait de la publicité. Il a fait beaucoup de commercial à la télévision, beaucoup de courts-métrages. Et il est arrivé, c'est la Toho qui a produit ça. Puis la Toho voulait un film d'horreur pour concurrencer Jaws, qui était sorti quelques années avant. Ah, OK. Et Obayashi, c'est sa fille qui avait eu l'idée de ça. Une maison qui mange le monde, qui attaque les gens. Qui attaque ses habitants, qui mange ses habitants. Okay. Alors, c'est un concept complètement éclaté, que même les pontes, que les grands dirigeants de la Toho n'ont pas compris au début, mais ils ont dit ça a l'air le fun, ça a l'air cool, donc on va le faire. Ils ont laissé faire le film. Ça parle d'une lycéenne qui rend visite à sa tante malade qui vit dans la maison du film. Oui. Elle arrive là avec 6 de ses amis. Et le film va devenir, imaginez-vous 50 ans de cinéma qu'on prend avant ça, on pitch à terre, on casse le moule et on fait quelque chose de complètement fou, complètement éclaté. Oui. Un film psychédélique où on va voir à peu près tout là-dedans. C'est un film d'horreur parce qu'évidemment c'est un film de maison hantée. Mais Obayashi va utiliser à peu près tous les outils possibles et imaginables pour nous faire vivre une expérience comme on n'aura jamais vécu de notre vie. Il va utiliser les ralentis, il va utiliser le cinéma d'animation, il va utiliser à peu près tout. Ah oui, on voit des pianos qui attaquent du monde, des miroirs qui attaquent du monde, on voit des têtes qui volent, du sang qui gicle partout. Il y a même du kung-fu dans le film. On voit de tout. Et ce qui en fait un film, un objet, un ovni cinématographique qui ressemble à rien d'autre que vous aurez vu dans votre vie. Ce que vous avez vu là, c'est l'édition Criterion qui est sortie il y a quelques années. Il y a eu une édition européenne, je pense, qui est sortie du film. Une très belle édition Criterion en passant, là. Oui, avec un livret à l'intérieur. C'est un film. Beaucoup de beaux petits livrets à l'intérieur, là. Si vous le connaissez pas, hein, que vous êtes un jeune, tu sais, j'ai un de mes garçons qui l'a écouté. Mon garçon, pas un, j'en ai qu'un garçon, là, mais mon garçon l'a écouté et il a trippé, il a trouvé ça super bon. Tu sais, si vous hésitez des fois à écouter des films d'horreur étrangers, des films asiatiques, là, n'hésitez pas une seconde sur ce film-là. C'est une bonne façon de commencer avec le cinéma asiatique. Vous allez adorer, vraiment, là, c'est fou, ce film-là. Ouais. Donc, en 27e position. Fou est le bon terme. Ouais. House, pas la version 80, celle de 1977, de Nobuhiko Obayashi. Hein? Obayashi. On va dire Obayashi. Obayashi.
le prénom le premier nom est un petit peu plus difficile à dire. OK, maintenant, tu vas nous parler, ça va être à ton tour, Anthony, tu vas nous parler d'un film de George Romero. Oui, George Romero, que l'on connaît aussi assez bien, hein, pour les fans d'horreur, de cinéma d'horreur. Un des grands auteurs de l'horreur. Un des grands auteurs de l'horreur, oui. Et Rico est arrivé avec une belle édition aussi ici, là. Vraiment une très belle édition que je ne connaissais pas. Toi, tu avais celle-là, hein? Oui, moi j'avais celle-là en DVD, qui est quand même une belle édition aussi. Là. Ouais. Il y a beaucoup de beaux features dessus. Ça, c'est une édition d'une ancienne compagnie qui s'appelait Anchor Bay. En tout cas, celle-là, vous avez 4 versions, 4 montages du film là-dessus. Vous avez le Director's Cut, le montage original, le montage de Dario Argento qui s'appelle Zombie, parce qu'Argento était un des producteurs du film. Oui. En tout cas, il a contribué, en tout cas. Contribué au film. Oui. Notamment en faisant un montage qui est très bon aussi. Le montage d'Argento est très bon aussi. En tout cas, vraiment, si on peut même, je sais pas si on peut... Oui, tu peux l'ouvrir. C'est le derrière ici. OK. Enlève ça. Il y a des... on voit ici qu'il y a plusieurs éditions, là. C'est vraiment impacté, en tout cas, comme et là, ça va peut-être pièce de collection. Ça va peut-être être controversé, Anthony, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être nous critiquer de ne pas avoir mis Night of the Living Dead. Il y en a qui vont dire pourquoi vous n'avez pas mis sur la liste Night of the Living Dead de George Romero. Qui est sorti en 68. En 68, avant Dawn of the Dead. Pourquoi, Eric? Ben, écoute, il faut créditer Romero parce que on n'aurait pas le genre de film de zombie qu'on a aujourd'hui s'il n'était pas arrivé avec le film Night of the Living Dead. Parce que c'est pas lui qui a créé le genre de zombie. Il y en a eu des films de zombies avant, mais le film de zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est lui qui l'a inventé. C'est clair. Parce que les vieux films de zombies, ça n'avait pas vraiment rapport. C'était surtout des affaires, des trucs avec le vaudou. Quand on regarde le vieux film avec A Walk with a Zombie. Puis, A Walk with a Zombie. C'est beaucoup des films qui ont attrait avec le vaudou, l'occulte. Alors, le film de zombie avec les morts qui reviennent à la vie, qui sortent de terre pour revenir nous hanter, espèce de vision un peu de fin du monde, eh bien, c'est George Romero qui l'a amené en 1968 avec Night of the Living Dead. Et de son propre aveu, ne savait pas exactement faire un film à ce moment-là. Il a tourné ce film-là et les étoiles étaient bien alignées. Il l'a tourné un peu comme un documentaire. Ça fait un peu documentaire des fois parce que la caméra, ça a l'air quasiment d'une caméra vérité. Le film commence d'un cimetière, on voit un zombie qui sort puis qui attaque. Et ça se passe majoritairement dans une maison. Et on va prendre le premier film avec le deuxième et on va en faire vraiment quelque chose d'épique. Et à mon avis, c'est pourquoi j'ai pris le deuxième au-delà du premier. C'est que quand il a fait le deuxième film, à mon avis, il savait à ce moment-là faire un film. Et il a poussé la machine beaucoup plus loin. L'histoire se passe dans un centre commercial. Déjà, c'est amusant parce que quand on regarde aujourd'hui, quand le centre commercial est fermé pendant 2 jours, quand ça rouvre après ça, les gens se garochent au centre d'achat. On dirait que le centre d'achat, c'est le lieu rassembleur où les gens veulent aller consommer, veulent aller se retrouver. Et là, les survivants vont se réfugier dans un centre d'achat. Et quel endroit mieux qu'un centre d'achat pour survivre? Parce qu'il y a de tout. Il y a des vêtements, il y a de la nourriture, on va voir les personnages même s'amuser dans le film parce qu'ils vont profiter justement du fait qu'ils peuvent avoir à peu près tout ce qu'ils veulent dans le centre d'achat. Et où vont les zombies dans le film? Au centre d'achat. Les zombies sont drivés par une espèce de vieux motif qui les a toujours... C'est comme dans le fond des vieux réflexes qui amènent les... On a les zombies qui se retrouvent au centre d'achat. C'est ça l'idée, c'est carrément ça. Comment je dirais ça? L'être humain était tellement... la consommation était tellement ancrée en l'être humain, elle est encore, la consommation est tellement ancrée dans l'être humain que automatiquement, le zombie a le réflexe d'aller vers le centre commercial. Ah oui, puis il y a de l'action, c'est le fun. Les personnages sont intéressants. Ah oui, c'est amusant. Il y a, à mon avis, beaucoup plus... Le film va plus loin dans sa réflexion que le premier film. Est beaucoup plus divertissant, à mon avis. Et on a les maquillages de Tom Savini qui viennent ajouter à tout ça. Là. Un autre légendaire. Oui, puis c'est un film, à mon avis, qui a été important pour le cinéma gore. Parce que Tom Savini, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu du film de Herschel Gordon Lewis, ces films-là. Mais je pense que Dawn of the Dead a vraiment, comme on dit, été un cran plus loin. Tom Savini...
vraiment, nous a vraiment offert des maquillages incroyables, extraordinaires. Il va faire une suite, encore une fois, un troisième film à sa trilogie en 85 avec Day of the Dead, qui était bon aussi. Oui. C'est un bon film aussi. Pas à la hauteur du deuxième, mais très bon aussi. Beaucoup de gore aussi. Et je dois avouer qu'il y a un excellent remake qui est sorti en 2004, réalisé par Zack Snyder, qui a fait un petit chef-d'œuvre aussi avec ça. Moi, j'avais des gros doutes quand le film est sorti, mais non, c'est devenu un des meilleurs films de 2004. Ah oui, j'avais vu au cinéma ce film-là, que j'avais beaucoup aimé aussi. C'est très viscéral, intense. Donc, le remake vaut la peine d'être vu aussi. Donc, Dawn of the Dead, en 26e position, en 1978, de George Romero. OK, en 25e position. On passe à la 25e position. Et il s'agit d'un film de David Cronenberg, un réalisateur canadien, un de mes préférés d'ailleurs, tout court, hein, pas juste canadien, mais un de mes réalisateurs préférés. Ça a été dur de choisir un Cronenberg. On voulait en mettre un. Mais... Vidéodrome. On avait le choix entre La Mouche. On avait décidé de choisir entre La Mouche et Vidéodrome. La raison pourquoi on a choisi Vidéodrome, tu l'as dit, c'est le plus capoté des deux. C'est un film qui est un peu... Je pense que moi, c'était ça mon argument. C'était le plus capoté des deux, oui. Alors, si vous le connaissez pas, on sait que Cronenberg est un des maîtres du body horror. Oui, c'est le maître, d'après moi, du body horror. Là, ouais. Et ce film-là, c'est un des premiers grands films de ce genre-là. Avec James Woods, qui joue Max là-dedans, qui est un directeur d'une chaîne spécialisée à Toronto, qui est spécialisée dans la pornographie et les trucs assez violents. Et un soir, il y a un de ses collègues qui va capter un signal qui arrive du Brésil, une espèce de vidéo qui a l'air d'un snuff movie un peu, là, où on voit une fille se faire torturer, se faire donner des sévices assez épouvantables. Et lui, il va être fasciné par cette vidéo-là. Il va décider de pirater ce signal-là pour l'offrir à ses abonnés. Donc, il va pirater Vidéodrome et tranquillement, pas vite, il va plonger dans une espèce de cauchemar. Parce que Vidéodrome va comme prendre possession de lui-même. Il va même, à un certain point dans le film, se rentrer des cassettes vidéo dans l'abdomen. Des maquillages qui sont fabuleux. Même, à un moment donné, la télévision, il y a une main qui sort de la télévision, l'écran qui... En tout cas, encore là, des effets pratiques qui fonctionnaient super bien, qui marchent encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui. Et il y a Debbie Harry là-dedans qui jouait... Ben oui, la chanteuse, oui. La chanteuse de Blondie. Oui. Qui est pas piqué des verres. On est bien content de l'avoir là-dedans. Donc, très joli. C'est un film très violent, vous l'aurez deviné. Mais, à mon avis, c'est un des meilleurs Cronenberg. C'est son premier, à mon avis, grand film. Il a fait beaucoup de bons films dans ces années-là. Mais pour moi, son premier chef-d'œuvre, ça a été ça. Vidéodrome. Son premier, chef-d'œuvre, oui. Parce que les autres films étaient bons. Oui. Mais je pense que c'était pas à la hauteur de ça. Et il va faire La Mouche en 86, donc quelques années après. Donc, il était en forme, Cronenberg, dans ces années-là. Donc, Vidéodrome, si vous l'avez pas vu, c'est un Cronenberg vraiment à mettre sur votre liste en 25e position. En 24e position, Anthony, je te laisse y aller parce que c'est un film que tu connais sur le bout de tes doigts. Oui, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur. C'est un film que j'adore, que j'ai fait découvrir à Eric d'ailleurs. À l'époque, oui. Oui, puis c'est une très belle édition ici que j'ai de Grindhouse Releasing. C'est un film d'un de mes réalisateurs d'horreur préférés, et je dirais même un de mes réalisateurs tout court, en tout cas dans mon top 25-30 réalisateurs préférés de tous les temps. Lucio Fulci, que l'on connaît aussi pour le film Zombie de 1979. Celui-là, il est sorti en 81. Celui-là est sorti en 81. Il s'appelle The Beyond, l'Aldila. L'au-delà, en français. Ouais, c'est une jeune femme qui va hériter d'un hôtel en Louisiane. Oui. Qui est construit sur une des portes de l'enfer. La porte de l'enfer, et évidemment, il y a des morts vivants, beaucoup de gore, comme tous les films de zombies de Fulci. Hein, et puis, il y a des zombies à la tonne, et puis du gore à la tonne. Il y a une scène, une jeune fille qui se fait
qui fond à l'acide, là. Il y a oui. une scène assez iconique aussi, là. L'attaque de Tarentule aussi. L'attaque de Tarentule, qui est assez iconique aussi. Mon il Dieu. y a beaucoup de scènes iconiques dans le film. Il y a beaucoup de scènes iconiques dans le film. Il y a aussi un janitor, en tout cas un concierge là, qui se fait aussi décapiter, en tout cas, qui se fait comme arracher les yeux. Fulci était connu aussi pour le eyeball, des eyeball director, Oui. là, le réalisateur des eyeballs, là, c'est dans tous ses films quasiment de zombies, là, il arrachait les yeux d'un de ses personnages, là, avec, en tout cas. Fait qu'il y a aussi une scène de eyeball dans ce film-là aussi, dans The Beyond, là. C'est le chef de file des yeux crevés. Mais surtout, ce que je veux dire aussi de The Beyond, c'est que c'est pas juste ça, c'est pas juste trash. C'est un film quand même élégant, malgré son gore, malgré son côté trash, parce qu'il y a une très bonne trame sonore. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'ambiance, une atmosphère très bien conçue. On embarque dans le film. Il y a même, c'est un film même de suspense, une intrigue aussi. L'imagerie du film est exceptionnelle. L'imagerie du film, la fin, moi, je dirais pas c'est quoi exactement, mais je trouve que la fin est quasiment, elle nous attriste quasiment. Là. C'est une fin quasiment tragique. Là. C'est un très grand film d'horreur. Je trouve que c'est un très grand film d'horreur, malgré son côté trash qui est présent quand même, mais avec une certaine élégance. Comment je dirais ça? C'est un film trash élégant, on pourrait dire. Ben, tu sais, Fulci a tellement fait de bons films d'horreur. Tu parlais tantôt de Zombie, de House by the Cemetery, de New York Ripper. Et il a fait des giallo, c'est ça, de New York Ripper. Des giallo aussi. Don't Torture Duckling, Les yeux d'une woman's skin. On avait parlé dans le top 15 de giallo. Ah, c'est un grand réalisateur. Mais on peut dire que The Beyond, c'est comme ça. Mais The Beyond, c'est son chef-d'œuvre, à mon avis. C'est la série sur le Sunday. C'est sa plus grande œuvre. Donc, qui est sorti en 81. Oui. Un film absolument fabuleux. Maintenant, en 23e position, on retourne un petit peu dans le temps, en 1960, avec un film français. Oui. Hein, on a des films d'à peu près partout. Partout dans le monde, oui. On n'a pas juste important, pris ça. Il y a des fois, il y en a qui font des top 20, top 30, et ils mettent juste des films américains. Alors nous, on a mis des films étrangers aussi. C'est important de reconnaître qu'il y a du bon partout dans le monde. Hein? Oui, puis c'est des films, non seulement qui sont... C'est pas juste parce que c'est des films étrangers, c'est parce que c'est des films qui ont été importants. Oui. Les yeux sans visage de Georges Franjoux, qui est sorti en 1960, ça reprend... il y a une intrigue là-dedans avec laquelle vous allez être familier. C'est un médecin chirurgien dont la fille a été victime d'un grave accident de voiture. Elle a été défigurée dans cet accident-là. Ouais. Et il veut lui redonner son lustre. Il veut lui redonner le visage qu'elle avait avant. Donc, il devient un peu crackpot, ce médecin-là. Il va se mettre à traquer des jeunes filles qui ressemblent à sa fille. Il va les kidnapper, les endormir, les amener dans son laboratoire, dans son espèce de salle d'opération clandestine, pour leur enlever le visage, essayer de greffer le visage de ces filles-là sur sa propre fille. Évidemment qu'il l'essaye plusieurs fois, ça fonctionne pas. Il essaye de trouver la formule pour réussir à créer ça. Malheureusement, pour les pauvres jeunes filles qui sont enlevées, sont éliminées après ça. Donc, c'est un film de tueur en série en même temps. C'est un film de monstre. C'est un film qui porte beaucoup de chapeaux dans le genre de cinéma d'horreur. Et c'est un film, tu parlais d'ambiance au cinéma, ben c'est un film qui est porté par une ambiance qui est unique. Un rythme auquel on n'est peut-être pas habitué dans un film de ce genre-là, parce que c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui est, en anglais on dit l'expression slow burn, mais c'est un film tu sais, qui nous prend rend... son temps pour bâtir, construire la tension. Là, le suspense vient pas nécessairement tout de suite en pleine face, là, mais ça se bâtit. Là, Puis on a des personnages qui sont fous, mais en même temps attachants. Ouais. Je veux dire, on peut pas rester froid devant l'histoire de cette pauvre jeune femme qui a perdu sa beauté, qui a perdu son visage. Mais en même temps, c'est une histoire horrible parce que c'est un médecin fou qui tue des jeunes filles en même temps. Donc, vous voyez, c'est un film intéressant. Il y a beaucoup il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé fascinants dans ce film-là. Donc, c'est un très, très grand film d'horreur. Vous voyez l'édition Criterion, mais il y a une édition également, une belle édition qui est sortie en Europe. Ici, on voit le titre anglais Eyes Without a Face, mais c'est textuellement les yeux sans visage. C'est
un des plus grands films d'horreur de tous les temps, réalisé par Georges Franjoux. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui s'en inspirent. Et si vous allez voir des fois des top 10, top 20 de réalisateurs de films d'horreur d'aujourd'hui, celui-là est souvent mentionné. Oui. Donc, en 23e position. En 22e position, c'est un film que tu connais bien. Oui, un film encore assez particulier aussi, je dirais. Je le mettrais particulier comme House un peu, mais différent en même temps que House. C'est un film suédois, cette fois-ci. Oui, puis ça s'appelle Haxan. Sorti en 1922. Effectivement, c'est un film muet. Réalisé par Benjamin Christensen. Alors, on remonte très, très loin en arrière. Hein, c'est en 1922, comme on disait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce film-là? C'est que c'est tourné effectivement comme un documentaire. Donc, c'est sur la sorcellerie à travers l'histoire de l'humanité. Il y a et le réalisateur recrée aussi des aspects historiques, mais en même temps aussi crée un petit peu un aspect comme il crée un petit peu comme le diable aussi là. Il y a des scènes d'horreur authentiques. Oui, il y a des scènes d'horreur authentiques. Oui, ça reste l'horreur là. Ouais. Comme le diable qui crée dans le film, dans son film là, c'est absolument mémorable là. Et il va évoquer, tu sais, l'Inquisition. Il va évoquer l'Inquisition. Les tortures qu'on faisait. Il va évoquer les tortures. C'est un film dur en même temps, mais c'est un film, je trouve ça fascinant. Tu sais, quand on parle de fascinant là, même on pourrait dire fascinant intellectuellement, mais en fait, en même temps, c'est très divertissant. On a presque l'impression. C'est pas prétentieux, là, du tout, là. Ce qu'il a voulu nous donner avec ça, Benjamin Christensen, c'est vraiment l'impression qu'on regarde un documentaire. Tu sais, qu'il a réussi à. C'est comme s'il y avait. Les caméras avaient existé à cette époque-là et qu'on avait réussi à tourner des images à ce moment-là. L'imagerie du film, encore une fois, va vous rester dans la tête longtemps. C'est un film qui avait été banni aux États-Unis à l'époque quand le film était sorti. Le film avait récolté ici, on a un petit peu des images de le genre de choses qu'on peut retrouver là, du witchcraft, de la sorcellerie, là, des sorcières. Et c'est de l'autre côté, là. De l'autre côté des images aussi similaires. Là, donc, le film avait récolté des bonnes critiques dans son pays d'origine, mais il avait été banni dans plusieurs pays, dont aux États-Unis à l'époque. Oui, parce que la sorcellerie, c'était pas quelque chose qui avait une bonne réputation. Non, exactement. Donc, c'est en 22e position. Si c'est un film que vous n'avez pas vu, vous devez découvrir Haxan, qui est sorti en 1922. En 21e position. Oui, un film que bien des gens connaissent, les fans d'horreur vont dire « Ah, enfin! Rico et Tony Paxton ont mis ce film-là dans leur liste, ont fait une vidéo avec ce film-là. » Oui, c'est Suspiria, l'original de 1977 de Dario Argento. Ouais. On l'a mis dans notre liste de top 30 des films d'horreur et non top 15 de Giallo. Parce que c'est pas un Giallo, à mon avis. Moi, je le considère pas un Giallo. Même s'il y a des éléments de Giallo. Il y a des éléments de Giallo, mais c'est plus un film d'horreur surnaturel. Ouais. Hein, parce que, veut pas, il y a des sorcières dedans. Donc, c'est plus un film d'horreur qu'autre chose. Même, je pense que Dario Argento l'a déjà qualifié plus de film d'horreur que de Giallo. Donc, c'est une jeune fille qui va, qui s'en va dans une école allemande suivre des cours de danse classique. Mais cette école-là est comme une façade pour des activités de sorcellerie. Il y a évidemment un clan de sorcières qui sont derrière cette maison-là. Et encore une fois, on a droit à toute la couleur, la direction photo incroyable, de Dario Argento. Le style visuel unique de Dario Argento opère à son meilleur dans ce film. Oui, oui, les couleurs, le contraste des couleurs et évidemment les meurtres stylisés là, c'est drôle de dire ça parce que des meurtres stylisés comme si c'était beau à voir. C'est magnifique. La tuerie. Mais c'est quasiment du ballet, là, ces meurtres. Là, il y a un côté très opératique. C'est quasiment opératique. C'est quasiment de l'opéra, de la violence opératique. Veux pas, c'est beau. C'est un film qui a eu énormément d'influence et il y a eu un remake qui a été fait en 2018, qui était bon également, qui était réalisé par Luca je l'ai trouvé intéressant, Guadagnino. Qui est un réalisateur très à la mode en ce moment, qui mettait en vedette Dakota Johnson. J'étais sceptique quand le remake était sorti, je l'ai vu et effectivement, c'est bon.
Le remake est bon, mais c'est complètement différent. C'est un objet cinématographique complètement différent de je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, puis si tu as l'esprit ouvert, là, tu peux l'apprécier aussi. Oui, c'est un très bon film aussi. Peut-être pas aussi influent que celui de Dario Argento. Non. Mais quand même, je trouve que le remake a réussi à nous créer une expérience cinématographique en soi. Unique en son genre, oui. Vraiment quelque chose d'assez unique aussi. Ouais. OK, en 20e position, on vous offre Evil Dead. Oui. Il y en a qui vont peut-être me critiquer, il y en a qui l'auraient mis peut-être plus haut sur la liste, mais vous allez voir qu'il y a quand même des poids lourds. Là, on parle de l'original aussi, on parle de 1983. 81. 81? 81? OK, excusez-moi. Ça, c'est celui que j'ai découvert dans les clubs vidéo. On voit ici la cassette vidéo de l'époque qui s'appelait L'Opéra de la Terreur, ici au Québec. Ouais. Donc, moi, c'est un film qui est très cher à mon cœur, le premier. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. Ils vont me dire, le deuxième, c'est le meilleur. C'est vrai que c'est débattable. Le deuxième est vraiment bon aussi. C'est une espèce de remake. Oui, c'est amusant. Il est vraiment amusant. Il a mis plus de comédie dans le deuxième film. Ouais. Mais moi, je trouve que le premier film, c'est plus de l'horreur pure. Puis moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le fait que quand Sam Raimi a fait le premier film, il n'y avait pas d'argent. Il s'est ramassé avec ses amis. Il y avait les frères Cohen qui étaient là-dedans aussi. Ben oui. Et ils se sont ramassés à faire un film qui était basé sur un court-métrage qu'il avait fait qui s'appelait Within the Woods. Ah oui? Avec Bruce Campbell qui jouait le rôle de Ash là-dedans. Oui. Et là, il a pris son court-métrage, Sam Raimi, et il a dit, on va faire un long-métrage avec ça. Okay. Ça devait être, c'est devenu un peu sa carte de visite à Hollywood, ce film-là. Et c'est complètement éclaté. Quand on lit un peu des histoires autour du tournage de Evil Dead, c'est aussi fascinant que d'écouter le film. Les plans de caméra, la caméra qui part dans toutes les directions, qui devient comme une vue subjective. Ouais, j'ai regardé un making-of de ce film-là, puis effectivement, ils ont eu du fun en tout cas. Il y avait même, tu sais, on décrit à un moment donné Sam Raimi qui avait les pieds pendus par le bas avec sa caméra en train de filmer. C'est complètement délirant. À l'époque, quand le film était sorti, c'est comme le film d'horreur que tout le monde se disait, faut voir ça, faut que vous voyez Evil Dead. Ça a tout révolutionné, Evil Dead. C'est un film à petit budget. Et quelques années plus tard, on va donner encore plus d'argent à Sam Raimi pour tourner une suite qui est comme un remake du premier film. On reprend la même histoire, les mêmes acteurs, et on replonge dans l'histoire du premier film en ajoutant de l'humour, évidemment. C'est complètement délirant. Il va s'amuser beaucoup, Sam Raimi, avec cette série-là. Il va faire même Army of Darkness, qui est encore un autre film différent. Il va sortir en 92, qui est presque un hommage au vieux film de Ray Harryhausen. Ben oui. Et il va avoir un remake, un très bon remake aussi en 2013 de Fede Alvarez, qui est beaucoup plus viscéral, beaucoup plus violent, encore une fois. Qui était bon quand même. Qui est très bon aussi. Evil Dead Rise, qui était bon aussi en 2022. Il y a une autre suite qui va sortir en 2026. Evil Dead Burn, qui est annoncé pour 2026. Mais l'original, ça demeure l'original. Evil Dead, pour moi, là, c'est un de mes beaux souvenirs de cinéma d'horreur de mes années club vidéo. Donc, et soyez assurés que moi aussi, je suis d'accord. Alors, 20e, on a Evil Dead de 1981. Alors, en 19e position, Anthony, un film qui est très cher à tes yeux. Oui, j'ai adoré ce film-là. Ça m'est resté dans l'esprit longtemps. On peut dire, hein, de tous les films de vampires, on a pensé à plusieurs films de vampires pour le top. Il y en a un qui est un petit peu plus bas dans la liste, mais ce film-là a battu à plat de couture à peu près tout ce qui s'est fait de films de vampires. Pour moi, c'est le meilleur film de vampires de tous les temps. Ouais. C'est un film assez récent. Ouais. De 2008? 2008? Ouais. 2008. J'avais tellement aimé aussi ce film-là que j'ai même, après ça, j'étais allé acheter le roman. Ouais. J'ai lu le roman par après. C'est un film suédois. C'est un film suédois. Donc, le roman aussi suédois. Ça s'appelle, en anglais, Let the Right One In. Hein? Il y a eu un remake américain aussi. En français, le titre, c'est Morse. Morse, oui, en français, effectivement. En tout cas, c'était ça en France. En France, c'est Morse. Oui, en anglais, c'est Let the Right One In, donc Morse. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Oscar. Et puis, Oscar, il a 12 ans. Et puis, il se fait comme un petit peu tabasser un peu par d'autres jeunes là, dans son école. Puis, il est comme un petit peu un rejet, un peu. Il est rejeté un petit peu par ses pairs. Là, puis,
il est un petit peu seul dans la vie, là. Puis il y a comme une voisine, Ellie, puis il sort dehors dans sa cour de son bloc appartement, puis il neige, il y a beaucoup de neige, c'est en Suède, fait que c'est l'hiver, là, puis ça se passe vraiment pendant l'hiver, là. Et là, il rencontre cette fille-là, Ellie, qui joue dehors aussi, puis il commence à se connaître, à jaser ensemble. Puis il devient très ami avec elle, puis elle le défend, elle devient vraiment son amie. Tu sais, elle le supporte là beaucoup. Son ange gardien. Son ange gardien. En tout cas, il développe vraiment un lien très fort, là. Puis Ellie, elle va finir par le défendre dans ces moments où le garçon, Oscar, est comme un petit peu tabassé par les autres jeunes, là. Donc, j'en dirai pas plus, là, parce que la fin est comme très dramatique et je veux dire, c'est très puissant, là, très puissant comme fin. Mais quand on en a discuté dans notre top 30, qui est rendu un top 31, ce film-là, réalisé par Thomas Alfredson. Oui, Alfredson. Oui, en 2008. Pour moi, c'est la raison pourquoi on l'a mis là. C'est pas juste parce que, oui, c'est un film qui parle de vampirisme, mais en même temps, c'est beaucoup plus que ça. C'est un coming of age story en même temps. Oui, c'est un coming of age story, effectivement. Une très belle histoire attachante entre deux personnages. Ça, c'est le roman. Ouais. En tout cas, la version anglaise, là, parce que moi, je l'ai lu en anglais, là, évidemment, je ne l'ai pas lu en suédois. Hein? Ouais. Deux marginaux un peu perdus. Oui, c'est ça. Qui se retrouvent. C'est un film qui est sombre, mais en même temps, c'est un film qui a des moments de belle tendresse entre les deux personnages. C'est une histoire, c'est la naissance d'un amour inconditionnel entre ces deux personnages-là. Ouais. Je pense que c'était clair que Ellie, c'est la vampire là, du film. Là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant, le rapport entre les deux personnages, parce qu'elle est consciente qu'il y a toujours un peu un danger, même pour lui. Ouais. Mais en même temps, elle veut le protéger, elle veut l'aider, elle prend pitié. Ouais. Elle se reconnaît aussi en lui. Ben oui. Parce que c'est deux marginaux. Hein, c'est ça. Exactement. C'est deux personnalités qui se ressemblent, qui sont pris avec les mêmes dilemmes, qui sont pris avec la même solitude. Donc, deux solitudes qui se rencontrent. Et puis Ellie, évidemment, c'est une vampire, donc en réalité, ça fait longtemps qu'elle existe. Ça fait longtemps qu'elle a 12 ans. Mais elle a 12 ans. Je veux dire, elle est dans le corps d'une fille de 12 ans. Elle se sent comme une fille de 12 ans. C'est ça. Et elle se sent toujours comme une fille de 12 ans. Ouais. Donc, effectivement, elle peut se lier d'amitié avec un garçon de 12 ans. Tu sais. Mais c'est un très, très, très beau film. Je pense que l'originalité de sortir des paramètres du genre, tu sais, qui nous offre quelque chose de différent. Ouais. Tu sais, qui a vraiment... C'est touchant. C'est vraiment un film de vampire, touchant. ouais. Donc, c'est un très, très grand film d'horreur. Malgré qu'il y a une certaine violence quand même, là, cruauté même à la fin. Là. Oui, mais c'est touchant. Ouais. C'est touchant. Mais la cruauté est toujours faite, disons, en fonction d'aider le personnage principal. Il y a des scènes aussi cruelles au début du film qui sont... Oui. Mais tu sais, il y a le lien est toujours là. C'est toujours par rapport à la dynamique entre ces deux personnages-là. Là. Ouais. Fait qu'en 19e position, Let the Right One In de Thomas Alfredson. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et il faut lire le livre aussi. Oui, si vous pouvez, évidemment, ça existe en français aussi. Là. Un film que tu m'avais fait découvrir aussi dans le temps. Un film avec Christopher Lee. Hein, vous connaissez Christopher Lee, bien sûr. Ouais. Légendaire acteur. C'est d'ailleurs son film préféré qu'il a fait. C'est son rôle préféré, oui, effectivement. Christopher Lee avait beaucoup aimé tourner ce film-là. C'est l'année de ma naissance, c'est 1973 que le film est sorti. Donc, vous pouvez faire le calcul, là, vous savez quel âge a Eric. Ouais. Donc, un film très, très intéressant. Ici, même, ils disent, regardez, Ciné Fantastique, ils appelaient ça le Citizen Kane de l'horreur. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est un chef-d'œuvre à sa façon, effectivement. C'est un petit peu, on pourrait dire quasiment un musical d'horreur. Il y a beaucoup de musique, c'est très folklorique. Hein? C'est très folklorique comme film. Ça se passe, c'est l'histoire d'un policier qui enquête sur la disparition d'une jeune fille. Policier qui enquête sur la disparition d'une jeune fille. Puis là, il se ramasse sur une île qui est dirigée par un certain Lord Summer Isle, le seigneur Summer Isle, qui est joué par Christopher Lee. Et puis, je dirais pas la fin, mais bon, le Wicker Man, c'est pas vraiment une personne, mais ça joue un rôle
très dramatique et important dans l'histoire. Qui, Donc, le policier, dans son enquête, va... Il est également séduit par une jeune femme là, très jolie, là, très séduisante, qui fait tout pour le séduire. Là, puis, mais tu sais, c'est très même aussi les paysans là, les gens du paysage de l'île sont très bizarres. Sont très bizarres, tu sais, il y a quelque chose de suspect chez eux là, tu sais. Ils vont, dans le fond, c'est comme une espèce de société païenne là, qui ont une espèce de culte, des rituels assez étranges, un peu étranges. Donc ça vous met en appétit un peu pour voir The Wicker Man qui est sorti en 1973. The Wicker Man là, ok. C'est pas compliqué, là, The Wicker Man, on le voit ici sur la couverture. Ouais, vous allez voir, quand vous allez regarder le film, vous allez voir une finale assez... le film, c'est pas un film d'horreur où tout est garoché dans les 15 premières minutes. Non. Vous allez voir, le rythme est assez lent. Comme on disait tantôt, c'est un slow burn. Hein? C'est ça, c'est toujours intéressant. Ouais. Vous ennuierez pas, là. C'est pas parce que le rythme est lent que c'est ennuyeux. Vous allez aimer ça. Et il y a un happening à la fin. Ouais. Et vous allez voir que le happening, le film va se terminer, puis vous allez avoir la gueule à terre. Ouais. Vous allez vouloir savoir comment ça va finir. Il y a eu un remake en 2006, réalisé par Neil Labute. Je l'ai pas vu. Moi non plus. Avec Nicolas Cage. Ça m'intéresse pas parce que... Pas vous en parler. Je trouve que l'original est déjà un chef-d'œuvre. Je veux pas voir un remake. Là. OK. En 17e position, ça va être à mon tour. Avec un film que beaucoup de gens auraient peut-être mis dans les 5 premiers, vous auriez raison aussi, parce que c'est un grand film d'horreur qui frôle un peu avec la science-fiction. Il y a quelques années, j'aurais fait ce top 30-là, je l'aurais peut-être mis plus haut, mais là, il faut mettre en perspective des fois des grands classiques aussi, l'importance de certains films. Quand on les revoit, on repense, on réfléchit. Mais ce film-là, je me tente pas de le voir, c'est The Thing de John Carpenter, qui est un classique du genre, qui est un remake d'un vieux film américain. Oui. Je pense que c'est Howard Hawks qui avait fait l'original. Oui, c'est Howard Hawks. D'ailleurs, on voit je me demande si on voit, je pense, il y a un film de John Carpenter, je pense que c'est Halloween, on voit des extraits de Thing, l'original. En tout cas, il y a, oui? Ouais, à la télévision. Je me souviens pas trop, mais ouais. À la télévision. Donc, The Thing, c'est une expédition, je pense que c'est en Antarctique, ou en tout cas, oui, c'est en Antarctique. Je pense que oui. On va découvrir ce qui est probablement les restes d'une soucoupe volante ou d'un vaisseau extraterrestre qui est tombé sur la Terre, qui est allé s'écraser en Antarctique. Et là, il y a un groupe qui vont récupérer les restants un corps qui vont ramener de cette épave-là à leur centre de contrôle. Et c'est un extraterrestre qui va prendre vie, qui prend l'apparence des gens. Il va tuer une personne, la copier. Et le film devient un gros film paranoïaque parce que là, on ne sait plus qui est The Thing dans le film. C'est fort, c'est très fort. C'est The Thing, ça peut être Anthony. Anthony, ça pourrait être The Thing. The Thing, ça pourrait être moi. Donc, on ne sait plus c'est qui est The Thing. Là. Tu sais, je veux dire, ça. Tout le monde est suspect. Là, tu sais. Et les effets spéciaux sont extraordinaires, encore une fois. Les effets pratiques à l'époque qui sont encore très beaux aujourd'hui. Ici, on voit la version 4K. Vous allez les voir, les effets spéciaux dans toute leur splendeur dans la version 4K. Mais Kurt Russell, encore une fois, qui travaille avec qui a travaillé quelques fois avec John Carpenter, qui est très efficace dans ce rôle-là. Il y a un très bon casting là-dedans et le film fonctionne à merveille. Justement, le côté paranoïaque. Hein, puis le côté horrifique marche bien aussi. Là, le chien qui se transforme. Il y a beaucoup de scènes dégueulasses. À l'époque, je m'étais fait vendre ce film-là en me disant, tu vas voir, ça, c'est le film d'horreur dégueulasse. Parce qu'il y a beaucoup d'effets dégueulasses. Tu sais, quand on voit les transformations, quand The Thing, à un moment donné, est révélé, on voit la morphologie des personnages qui changent. Ça donne des effets horrifiques assez intéressants. Donc, The Thing, l'effroyable chose de John Carpenter, qui est sorti en 1982. Ça n'avait pas été un succès à l'époque quand c'était sorti. Je pense que le studio avait pas su trop comment vendre le film. C'était sorti en même temps que E.T. Donc, les gens préféraient avoir un extraterrestre C'était l'année de E.T. plutôt qu'un extraterrestre méchant. Mais John Carpenter avait perdu des contrats de réalisation de films à cause de ça, parce que le film avait tellement pas fonctionné qu'on lui avait enlevé des projets qu'il devait faire. Et comme c'est le cas de beaucoup de films, c'est que quand on parlait de l'épreuve du temps, eh bien, le film a eu une deuxième vie en vidéocassette
une deuxième vie en DVD, une troisième vie en DVD, en Blu-ray. Maintenant, c'est considéré par plusieurs comme étant un des plus grands films d'horreur de tous les temps, dont nous, on considère que c'est un des plus grands. Ben, c'est pour ça qu'il est sur notre liste. The Thing, qui était en 17e position. Un petit peu comme Blade Runner, hein, on en avait parlé dans une de nos vidéos. Hein. Blade Runner avait eu aussi, ça avait été un flop originellement, puis c'est devenu après ça un grand classique, reconnu comme un chef-d'œuvre maintenant. Donc, The Thing. The Thing. Yes. En 16e position, un film que tu connais bien, un représentant du Japon. Oui. Donc, Hideo Nakata. Oui, je pense que les Japonais ont fait, et les Asiatiques en général, ont fait beaucoup de très bons films d'horreur dans les années 90, début 2000, mi-2000 à peu près. Là. Mais il faut mentionner celui qui a relancé toute cette vague de films d'horreur-là. Il s'agit de Ringu. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ringu. Ringu. Si vous voulez, le titre en français, c'est The Ring, le cercle. Le cercle, oui. Évidemment, il y a eu un remake américain qui est bon. En 2002, réalisé par Gore Verbinski avec Naomi Watts. Il y en a qui vont dire le cercle devrait être sur la liste. Mais non, moi, on met l'original parce que c'est l'original qui a tout lancé. Ouais. Il n'y aurait pas eu de cercle avec Naomi Watts s'il n'y avait pas eu Ringu de Hideo Nakata. Puis comme tu dis, tu avais raison de le dire, c'est comme le film qui a relancé la grosse vague du cinéma horrifique japonais. Il y en a eu plein après Dark Water. Il y a eu plein Dark Water aussi, c'était très bon. Il y a eu d'autres films aussi en Corée du Sud aussi, pas la Corée du Nord évidemment. Là. Ouais. En Corée du Sud, il y en a des bons aussi un petit peu partout. Là, en Corée du Nord, c'est un autre genre de film d'horreur. Ouais, c'est ça. Il y a même en Thaïlande aussi, on a eu des bons aussi. Oui, il y a vraiment en Asie, là, il y a eu des bons films qui sont sortis d'horreur là, dans les années 2000. À peu près. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, donc, Ringu là, en 98, c'est quoi? C'est l'histoire, c'est un petit peu une légende urbaine. C'est une, il y a comme une vidéo qui circule dans la communauté là. Cette vidéo-là, tu le vois. Si tu le vois, 7 jours plus tard, tu es censé comme mourir. Tu vois une fille sortir de la télévision puis tu es censé mourir. De peur. C'était intelligent parce que c'était à l'époque encore où les gens louaient beaucoup de vidéocassettes. C'est ça. Et là, ça parle des gens qui mettent une vidéocassette dans leur lecteur vidéo. C'est ça. Et qui apprennent qu'ils vont mourir au bout de 6 jours. Ouais, c'est ça. Fait que c'est cette légende-là, là, c'est devenu. Puis il y a une scène. Tu sais, je veux dire, ça a été rendu un petit peu célèbre, plus en Amérique du Nord, par le cercle avec Naomi Watts, là. La fille qui sort de la télévision, mais c'est vraiment Ringu là, de Nakata qui a commencé ça. Là. La scène est aussi mémorable dans Ringu là, du personnage qui sort de la télévision. Là. Moi, j'aimerais pas savoir cette petite fille-là sortir de ma télé. Vraiment pas. Moi, effectivement, j'aurais peur, puis je pense que moi aussi, je serais mort. Je pense que je mettrais la TV dans la remise. J'écouterais pas la télé après. Ouais. Donc, Ringu, et voilà, il était notre 16e film sur la liste du top 30 des films d'horreur de tous les temps. OK, mes chers amis, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Parce que vous êtes conscients que vous verrez peut-être pas tous vos personnages de films d'horreur préférés. Je vous le dis tout de suite, on va leur dire Jason n'est pas là. C'est pas parce qu'on n'aime pas Friday the 13th. On adore cette série-là. Je trouve ça le fun, Friday the 13th, vendredi 13. Là. Comme j'adore Pinhead, j'ai fait une série sur Hellraiser. Hellraiser, très le fun, amusant. Puis on l'a pas mis Hellraiser dans la liste. Donc, vous avez le droit de nous en vouloir pour ça. Mais il y en a un qu'on n'a pas oublié dans la liste. Ouais. Un qui est très populaire. Peut-être un des plus populaires des années 80-90. Ouais. C'est Freddy Krueger. Avec A Nightmare on Elm Street. Un des films d'horreur, un des plus originaux qu'il y a eu dans les années 80. Ouais, on parle vraiment de l'original. L'original de Wes Craven. Ouais. Wes Craven, on l'a connu avant ça pour d'autres films. Dans les années 70, il a fait un film notoire qui s'appelait La dernière maison sur la gauche. Ouais. Il a été question, on en a parlé, de le mettre dans notre top 30. On l'a presque mis dans notre liste. Mais disons que c'était un film assez important aussi, La dernière maison sur la gauche, qui était un remake d'un film de Ingmar Bergman qui s'appelait La Source. Mais c'est un film très cruel, très dur. C'était produit par Sean S. Cunningham,
Il s'était fait connaître avec ça, Wes Craven. Il avait fait un autre film important aussi d'horreur qui s'appelait The Hills Have Eyes, qui était sorti dans les années 70, qui était très dur aussi. Et après ça, on était plusieurs années sans en entendre parler de Wes Craven. Il a fait quelques petits projets, des trucs pour la télévision. Mais il y avait dans ses tiroirs l'idée de faire, parce qu'il avait entendu parler de quelqu'un qui était mort, je pense, qui avait eu tellement peur en faisant des cauchemars qu'il en était mort, je sais pas trop, en tout cas. Il y avait une histoire autour de ça et il voulait faire une histoire de croque-mitaine qui se passe dans les cauchemars des gens. C'était une bonne idée parce que tout le monde dort à un moment donné. Hein. Je veux dire, c'est un point commun que tout le monde a. Je veux dire, si tu veux pas voir Jason, t'as juste à pas aller au camp de vacances Crystal Lake. Mais Freddy Krueger, tu peux pas t'en échapper parce qu'un jour ou l'autre, tu vas dormir. Tu peux pas passer ta vie sans dormir. Donc, Freddy Krueger, qui est devenu le croque-mitaine qui vient hanter les personnages dans leurs rêves. Et c'est la compagnie New Line Pictures qui a pris le pari, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient pas en ce projet-là. Et Wes Craven a convaincu la New Line d'embarquer là-dedans. Et ça a été tout un pari réussi parce que c'est devenu un des plus gros succès du cinéma d'horreur de ces années-là. Et ça a mis vraiment sur la carte Freddy Krueger, joué par Robert Englund, qui est un méchant qui sort des sentiers battus parce qu'on est habitué de voir Michael Myers qui dit pas un mot avec son masque, Jason avec son masque de hockey. Ouais. Là, on avait vraiment un croque-mitaine qui parlait à l'écran, qui avait une personnalité, qui était épeurant dans le premier film quand même, mais qui livre une performance d'acteur là-dedans, Robert Englund, qui est vraiment intéressante. Et le film est tellement bien filmé, le passage entre le rêve, la réalité, c'est accompli de main de maître. Il y avait plein de scènes mémorables, incroyables. Il y a eu des bonnes suites. Le troisième était très bon. Il y a eu quelques le troisième était bon, oui. Très bonnes suites. Il y a eu Wes Craven's New Nightmare qui était excellent aussi. Donc, il y a une couple de moins bonnes, là, mais le premier, ça demeure le classique dans cette série-là. Donc, Nightmare on Elm Street, 1984, que j'ai mis en 15e position, qu'on a mis en 15e position. Oui, on est tout à fait d'accord pour être que ce soit le 15e plus grand film d'horreur de tous les temps. En 14e position, Tony, tu peux nous parler ça c'est un grand classique, on vous parlait d'un film de vampire tout à l'heure, ben il y en avait un qui était un petit peu plus bas sur notre liste, peut-être pour son importance historique. C'est un film qui se regarde très bien encore aujourd'hui. 1922. Je pense que c'est un film que même les gens qui n'ont pas vu le connaissent. Ouais. C'est Nosferatu de F.W. Murnau. Film allemand. Oui, film allemand, tout à fait. De l'expressionnisme, la période expressionnisme allemand. Évidemment, c'est un film de vampire. C'est un petit peu basé sur le Dracula de Bram Stoker. Parce qu'il n'y avait pas les droits. Il n'y avait pas les droits. Il n'y avait pas les droits. Donc, il a appelé, au lieu de l'appeler Dracula, il l'a appelé Nosferatu, mais une histoire en général basée sur le Dracula. Donc, c'est le comte Orlok prend le personnage, remplace Dracula, là. Parce que Dracula, le film que la Universal va faire, va sortir plusieurs années après. Oui, en 31. Le premier. Donc, on peut dire Nosferatu que c'est la première vraie adaptation. Ça, c'est en 1922. De Dracula. Il y a un jeu des ombres dans ce film-là qui est incroyable. Là. Donc, tantôt, on a parlé de Let the Right One In, là, qui était comme le plus grand film de vampire de tous les temps. On peut dire que Nosferatu est peut-être peut-être aussi le grand film de... C'est le premier film qui a établi le genre au cinéma. Le premier film qui a établi le genre. Disons que Let the Right One In est mon préféré, mais le Nosferatu, je pense que c'est le film qui a établi le genre, là, qui a solidifié le genre dans l'histoire du cinéma. Là. Puis l'acteur qui faisait le comte Orlok, qui était fascinant, c'était Max Schreck. Et il va avoir toute une fascination autour de ce comédien-là. Il va avoir beaucoup de films qui vont utiliser le nom de Max Schreck. Tim Burton l'a déjà utilisé pour un personnage dans ses deux Batman. Je pense que c'est le personnage que jouait Christopher Walken dans Batman Returns, s'appelait Max Schreck. Et il va y avoir un film sur le tournage de Nosferatu qui va être réalisé en 2000 par, je me rappelle pas le nom du réalisateur, mais ça s'appelait Shadow of the Vampire avec William Dafoe. William Dafoe qui faisait le comte Orlok. Oui, puis c'est un bon film. Et John Malkovich. Et on suggère dans le film, il y avait comme une espèce de légende urbaine qui disait que
le conte Orlok, dans le fond, Max Schreck était un authentique vampire. Donc, on utilise un peu cette légende-là dans le film. Hey, regardez ça. Regardez ça. J'ai une belle petite pièce de collection aussi. C'est une figurine de le Comte Orlok de Nosferatu. Donc, c'est tellement un personnage iconique, là, ce Nosferatu-là de 1922, qu'ils ont fait une figurine. Donc, voilà. Alors, Nosferatu en 14e place. Alors, en 13e position, un film de Nicolas Roeg, grand réalisateur qui a fait le film Don't Look Now avec Donald Sutherland, Julie Christie. C'est un couple qui vont perdre leur fille au début du film, qui va se noyer. Ils sont dévastés par la mort de leur fille. Ils ont du mal à s'en remettre. Évidemment, c'est normal. On peut comprendre ça. Et ils vont se retrouver à Venise dans le film parce que le personnage joué par Sutherland va rénover une église à Venise. Et sa femme va rencontrer deux femmes dans un restaurant. Et elle va leur faire, et ces deux femmes-là vont lui faire des révélations justement sur sa fille qui est morte. Et il y a comme une espèce dans le film, ils vont faire des révélations inquiétantes aussi. Ouais. Et pendant que les deux personnages sont à Venise, évidemment, il y a la femme qui reprend vie un peu parce qu'elle a des nouvelles un peu de sa fille. Elle sent que sa fille, c'est comme si sa fille revivait à l'intérieur d'elle. Et ils ont comme des visions un peu d'une petite fille habillée comme en rouge qui revient tout le long du film. Tout le long du film, c'est inquiétant. C'est une atmosphère inquiétante. Là, on apprend qu'il y a des meurtres dans Venise, qu'il y a un tueur en série qui tue du monde dans Venise. Le personnage de Sutherland est inquiet parce qu'il voit que sa femme reprend un peu vie, mais il est inquiété un peu de la voir embarquée dans toutes ces superstitions-là, dans ces affaires-là. Ça l'inquiète un peu. Mais d'une certaine manière, il réussit à renouer avec sa femme. Il y a d'ailleurs une scène assez érotique dans le film. Ils vont avoir une scène érotique, Donald Sutherland puis Julie Christie, qui est devenue assez célèbre dans ce film-là. Mais c'est l'ambiance de ce film-là qui en fait une œuvre à part des autres. C'est un des films... pour moi, quand je regarde un film d'horreur, l'ambiance est vraiment importante. Et quand tu regardes Don't Look Now, tu as le look de Venise, la ville de Venise a vraiment été bien utilisée, le côté mystérieux de la ville, ce personnage rouge-là qui apparaît, qui nous fascine tout le long, on se demande où est-ce que ça va aller. Et vous allez voir que la finale est assez surprenante, c'est pas tout à fait ce à quoi on peut s'attendre de la fin de ce film-là. Moi, j'ai été vraiment scotché à mon écran du début à la fin et c'est un film que je me tente pas de regarder, même si je sais maintenant comment ça finit. Tu sais, juste l'ambiance du film, c'est un voyage, ce film-là. On avait parlé tantôt avec le film de Beyond de Lucio Fulci, l'ambiance, l'atmosphère, l'ambiance. Ben, c'est un film qui est un peu comme ça. Ça aussi, c'est très fort, l'ambiance. L'ambiance de ce film-là est très forte. Donc, c'est un film important. Ça a été nommé dans plusieurs magazines en Angleterre comme étant un des plus grands films anglais de tous les temps, avec raison. Donc, Look Now de Nicolas Roeg qui est sorti en 1973. Là, en français, ça s'appelle Ne vous retournez pas, avec le grand Donald Sutherland, qui est excellent là-dedans, dans un de ses meilleurs rôles. Donc, en 13e position, ce film-là, qui m'a vraiment marqué. Ensuite, on a Carrie de 1976. Celui-là, est de mon année de naissance, donc faites le calcul. Carrie de Brian De Palma est basé sur le roman de Stephen King, que j'ai également lu. Ça, par contre, c'est l'image du remake, là. Le remake était pas mal moins bon que l'original de 1976 de Brian De Palma. Ça, c'est vraiment, selon moi, là, peut-être un des 2 ou 3 chefs-d'œuvre de Brian De Palma, là. Vraiment. Et c'était le premier roman, d'ailleurs, de Stephen King, en passant. Ça a été son premier, ça? Oui, ça a été vraiment le premier roman de Stephen King. Puis, ça a été pas le premier film de Brian De Palma, mais quand même un de ses premiers. Il a fait quelques films avant ça. Il a fait quelques films avant ça, mais je dirais que c'est un des premiers films vraiment où il est en train d'établir le style qui va faire sa renommée. Oui, c'est ça. Toute la séquence finale qui se passe dans la salle de bal. La séquence finale où on ne dira pas ce qui arrive. Ouais. Mais il y a tout le montage à la De Palma, le cadrage, la façon dont il veut cadrer les acteurs. Le split screen, le split screen est incroyable. Brian De Palma, c'était un maître de l'écran. Le split screen, là, c'est comme quand tu vois deux
la même action, mais avec un écran séparé, là, où deux actions différentes se passent, mais c'est dans la même scène, en tout cas. Il va travailler avec le compositeur italien Pino Donaccio, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Oui, Pino Donaccio, oui. Qui fait vraiment une belle partition pour ce film-là. Excellente trame sonore aussi. Ils vont travailler ensemble encore sur d'autres films, sur notamment Dress to Kill. Oui, évidemment, il y a l'actrice Sissy Spacek qui joue le personnage de Carrie. Ouais. Il y a, es-tu bonne? C'est incroyable. Moi, j'ai revu le film hier. Oui. C'est incroyable, le personnage, la performance de Sissy. D'ailleurs, croyez-le ou non, c'est un film d'horreur, mais elle a été nominée comme meilleure actrice. Ah oui? Elle n'a pas gagné, oui, mais elle a été nominée aux Oscars comme meilleure actrice, Sissy Spacek, pour ce film-là. Piper Laurie avait également été nominée comme actrice de soutien, qui joue la mère de Carrie dans ce film-là. Ouais, la mère complètement folle. La mère complètement folle, oui. On peut-tu raconter un peu l'histoire rapidement, là, juste dire un peu c'est quoi le centre du film pour les gens qui... Bon, Carrie, c'est une adolescente qui est au secondaire, dans sa dernière année de secondaire. Un peu rejet, là. Un peu rejet, oui. Un peu pas mal, même. Un petit peu, pas mal marginal, oui. Pas mal marginal. Elle est très, très rejetée par ses pairs du secondaire, les autres filles du secondaire. Et puis, le bal des finissants approche. Puis, il y a un garçon qui lui demande, purement par, comme je dirais ça, par gageure un peu, là, lui demande d'aller au bal avec elle. Puis, mais finalement, ça tourne très mal parce que il y a des malfaiteurs au bal qui organisent quelque chose de très, très malsain là, pour Carrie, là, un genre un prank qu'on peut dire là, en anglais. Là. C'est quoi le mot prank en français? On pourrait dire une attrape ou un attrape, en tout cas. Un attrape-nigo, mais attrape-nigo. Disons qu'elles sont assez malicieuses. Hein? Elle a comme une ennemie à l'école qui est jouée par Nancy Allen, qui était hot, Nancy Allen dans ce temps-là. Et qui était la femme de Brian De Palma pendant longtemps aussi. J'ai été surpris quand j'ai regardé le film, je l'ai réécouté hier, avant qu'on fasse la vidéo d'aujourd'hui. Je me disais, crème, il y a beaucoup d'actrices hot de l'époque qui étaient là-dedans, tu sais, qui sont pas nécessairement, qui étaient pas très connues dans le temps. Mais oui, il y a quelque chose de très malicieux dans ce qui va se tramer autour du personnage de Carrie. Et elle a des pouvoirs télékinésiques, la jeune fille. Et ça, c'est le point important de Carrie. C'est ce qui rend Carrie spéciale. C'est ce qui rend aussi Carrie très dangereuse. Parce que dans le film, elle a tellement de l'air, au début, tellement de l'air, oui, puis fragile. Fragile, puis, oui. En même temps, attachante, vulnérable. Oui. Elle a une mère qui est complètement folle, qui est embarquée dans la religion. Qui la contrôle, qui est possessive. Jésus. Elle est fanatique. Là. C'est vraiment une elle allume des cierges en maison. Elle est folle comme un balai. Là. Ça n'a aucun bon sens. Et elle, cette pauvre fille-là qui est martyrisée à l'école par ses amis, martyrisée à la maison par sa mère. Oui, c'est ça. Fille qui veut vivre sa vie de jeune fille, d'adolescente, et qui vit l'espace de quelques minutes son rêve un peu à la fin. Enfin, elle peut aller au bal. Enfin, elle est, tu sais, elle vit quelque chose, un petit peu de joie dans la vie, là, tu sais, parce que c'est clair qu'elle vit pas grand joie, là. Mais ça va être de très courte durée. C'est ça. Et là, il y aura du sang et de la violence et ainsi de suite. La finale est absolument incroyable. Ça nous reste dans la tête longtemps. Puis le visuel, ce que De Palma a réussi à faire avec le climax final du film est vraiment extraordinaire. Carrie, qui est sorti en 1976. Oui. Ça, c'est la vieille affiche de 1976 en passant, là. Ici, on a une affiche plus contemporaine, là. Belle édition. Je pense que le titre français, c'est Carrie. Tu penses? Mais je pense qu'on avait rajouté Carrie au bal du diable ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Ça se peut. Ouais. Donc. Et voilà. Et le roman, bien sûr, aussi, encore une fois. Il y a un remake, mais voyez l'original plutôt que le remake. Oui, tout à fait. Et il y a eu une suite aussi, Carrie 2 de Rage. Ne voyez pas. Ne regardez pas non plus de Carrie 2. OK. En 11e position, on avait mis un film de Polanski, comment ça? Comment ça donc?
Parce que... Polanski mérite-tu d'être dans cette liste-là? Écoutez, Polanski a fait un chef-d'œuvre, OK? Il en a fait plus qu'un. Oui, mais là, écoute, mais il a fait un chef-d'œuvre d'horreur. Okay? 1968, Rosemary's Babies. OK. Rosemary's Baby, là. Ouais. C'est un masterpiece chef-d'œuvre, là. Oui, absolument. C'est pas pour rien qu'il est en 11e position, là. Non, on tombe dans du solide, là. Il est sur le bord d'être dans les top 10, là, tu sais. Ouais. C'est avec Mia Farrow et le très grand John Cassavetes, qui est également un réalisateur, bien sûr, qui a fait aussi de très, très bons films hein, lui-même. Ben, je dirais même qu'il serait dans le top 10 si c'était pas du 10e. Songez. Donc, Rosemary's Babies, c'est un couple là, qui est joué par Mia Farrow et John Cassavetes. Ouais. C'est Rosemary, qu'elle s'appelle, le personnage principal, à notre grande surprise. Ouais. Qui vont s'établir, un petit couple, là, elle est enceinte. Ils vont s'établir dans un appartement d'une espèce d'immeuble, un vieil immeuble de New York, qui a un peu mauvaise réputation. Il y a des amis qui disent, bon, il y a des histoires autour de cet immeuble-là. Oui, ça l'accroche un peu. Tu sais, ouais. C'est pas net, là. Et leurs voisins sont un peu bizarres. Et là, elle va tomber enceinte et tranquillement, pas vite, il va s'établir un climat un peu de paranoïa autour de Rosemary qui sent que ses voisins prennent un peu trop de place dans sa vie. Ah oui. Qui s'intéressent un peu trop à sa grossesse. Oui. Et il est question à un moment donné, elle voit que même son mari embarque là-dedans, hein, son mari embarque là-dedans, et on sent que là, elle va perdre le contrôle, non seulement de sa propre existence, mais de l'existence de son bébé qui est à naître, qui est peut-être le fils du diable lui-même, la réincarnation du diable lui-même. Donc, c'est vraiment bien foutu comme film. C'est vraiment salement bien fait. Puis, Polanski, on aurait pu mettre d'autres films de Polanski. Il avait fait Répulsion avec Répulsion, excellent aussi avec Catherine Deneuve. Ouais, oh oui. Il a fait des très bons films, Polanski. Mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Mais Rosemary's Baby, je pense que ça se démarque. Oui. Évidemment, c'est le bébé de Rosemary, là, en français. En 1968. Donc, c'est un très grand film du genre. Ouais. Avec John Cassavetes, le grand John Cassavetes qui était là-dedans aussi. Un grand réalisateur américain aussi. En 10e place, je pense qu'on vous surprendre. Là, on l'est rendu dans le top 10. Là. Ouais. Hein? Je pense que vous allez être d'accord avec nous d'avoir mis ce film-là dans le top 10. Oui, on a parlé de The Thing tantôt, comme un film de science-fiction et d'horreur en même temps. Eh bien, on en a un autre ici qui est de science-fiction et horreur aussi. Ça, c'est le film de science-fiction. Il s'agit de Alien, de Ridley Scott. En 79. En 79, bien sûr, oui. Effectivement, c'est un film de science-fiction, comment je dirais ça, mon Dieu, terrifiant, qui est iconique en même temps, avec une créature, comment je dirais ça, qui a défini, qui a marqué l'histoire du cinéma. Qui est une création qui se fait encore et encore aujourd'hui. Il y a des suites, il y a eu des suites à ne plus finir. Mais ça, c'est l'original, celui qui a tout lancé, la saga Alien, là. Il y a eu une suite aussi très bonne de James Cameron par après, là, Aliens, mais c'est plus un film d'action. Ouais. Hein, fait que là, mais le premier, c'était vraiment un film d'horreur. Le premier, c'est vraiment un film d'horreur parce qu'il y a beaucoup de scènes de peur. Là. Il y a une tension très forte aussi dans le film. Là. Il y a du suspense en même temps que de l'horreur. Évidemment, il y a du gore parce que la créature est sans merci. C'est une expédition spatiale, c'est un vaisseau spatial, je pense que ça s'appelle le Nostromo au début du film. Oui, Nostromo. Ils vont répondre à un signal de détresse qui arrive d'une planète, un signal de détresse inconnu. Ils vont débarquer sur cette planète-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe là. Ils vont trouver l'épave d'un vaisseau spatial qu'ils vont aller explorer. Ils vont trouver des œufs dans le vaisseau spatial. Et il y a un des astronautes qui va être contaminé par un parasite qui va lui sauter au visage. Hein, vous connaissez pour la plupart Aliens. Et ce parasite-là pond un œuf qui fait sortir de son abdomen une créature qui va grossir à la puissance 10 et qui va devenir le alien qu'on connaît. On voit un peu la créature ici. Qui va décimer le vaisseau spatial au complet et qui va faire de Sigourney Weaver une des actrices les plus en demande à Hollywood parce que ce film-là, on voyait rarement au cinéma des héroïnes de films. Et c'est
c'était en même temps la Final Girl. Hein? C'était normal parce que dans les films d'horreur, on avait toujours une Final Girl à la fin dans ces années-là, que ce soit dans Halloween ou dans Black Christmas. C'était souvent la Final Girl. Mais elle va devenir plus que ça. Elle va devenir avec le deuxième film, vraiment quasiment un genre de action hero. L'image forte féminine à l'écran. Ripley. Oui, elle est devenue encore plus dans Aliens de James Cameron parce que c'était plus un film d'action. Ouais. Mais non, le Alien de Ridley Scott, Ridley Scott a fait vraiment un chef-d'œuvre avec ça. Là, puis il prend son temps, Ridley Scott. Hein, dans le film, on voit pas la créature dans les 30 premières minutes. C'est long, puis on la voit presque pas. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. C'est bien fait. C'est souvent, tu sais, on voit avec la direction photo, avec l'éclairage, on la met dans l'ombre, la créature. Elle est encore plus inquiétante, la façon dont on nous la présente. Et c'était, à mon avis, ce qui était intéressant du cinéma d'horreur de ces années-là, c'est que il y avait une entreprise, moi j'appelle ça le côté un peu, on prend le temps de nous amener, de nous faire un happening, tu sais, de nous amener dans la situation d'horreur, de nous plonger là-dedans. Quand on voit la créature, c'est plus aussi épeurant, mais tout ce qui nous amène vers là, c'est ça qui rend le film horrifique. Donc, il a réussi son pari, Ridley Scott, de faire un film d'horreur dans l'espace avec Aliens en 79. C'est un film qu'on a déjà parlé au Grand Film du Monde. On avait évoqué ce film-là. Possession d'André Zulawski. On n'en parlera pas pendant 10 minutes parce que vous irez voir notre vidéo qu'on a fait dans les Grands Films du Monde, mais c'est un film d'horreur comme il n'en existe aucun autre. Un film de pure folie avec une des... on parlait tantôt de la performance de Sissy Spacek dans Carrie. Ça, c'en est une autre grande performance de comédienne. Notre chère Isabelle Adjani, qui joue un personnage qui plonge dans la folie totale. Et on est à ce point, on côtoie la folie à ce point qu'on en est presque mal à l'aise de regarder certaines images à l'écran, certaines scènes qui se passent durant le film. Oui, parce que c'est très intime comme film. On a l'impression vraiment d'être présent dans l'histoire de ce couple qui est en cheminement, en processus de divorce. Là. Il y a des monstres. Il y a un monstre aussi. Il y a vraiment un monstre dans le film, également. Oui. Mais, non, vous irez voir notre vidéo où on parle de possession, on montre même on des en parle extraits. Longuement. Oui, pendant quasiment une demi-heure. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'en vous en reparler, vous irez voir la vidéo. Je vais mettre les liens en dessous, évidemment, dans les commentaires, la vidéo également. Tous les films qui ont... j'ai fait tous les films dont j'ai parlé, dont il y a eu des vidéos dans le passé, je vais vous mettre les liens dans les commentaires en bas. Donc, Possession de... Et là, on retourne dans le passé. On retourne dans le passé, Anthony, avec un film de 1920, encore une fois, un classique du cinéma très loin. Allemand. On monte très loin, là. Ouais. C'est le plus vieux film qu'on a sur la liste, si je ne me trompe pas. The Cabinet of Dr. Caligari. Oui, le cabinet du Dr. Caligari. Donc, évidemment, c'est un film muet, bien sûr. C'est un film de l'expressionnisme allemand. C'est un petit peu le film qui a lancé un peu l'expressionnisme allemand. Ouais. Avec une architecture, un décor très, très, comment je dirais ça? Angulaire. Angulaire, où c'est croche un peu, c'est pas symétrique. C'est dessiné même. C'est peint, c'est dessiné, ça a l'air surréaliste un peu. Hein, c'est ça, c'est l'expressionnisme allemand. Nosferatu, on en a parlé tantôt, est un petit peu aussi de l'expressionnisme, mais il n'y a pas plus expressionnisme allemand que le docteur Caligari, je pense. Trouves-tu qu'on dirait le film... Comme symbolisme de ce genre-là, là, c'est vraiment le film à voir. Là. Trouves-tu qu'on dirait une succession de plans macabres, le film? Tu sais, plans macabres, oui. Bon, c'est un bon terme. Et c'est un film de tueur en série. Oui. Parce que ça parle de quelqu'un, un espèce de docteur fou qui hypnotise un personnage qui s'appelle César pour lui faire commettre des crimes, des meurtres. Donc, c'est un film de genre qui va faire préséance sur tout ce qu'on va voir de films de tueurs en série après. Donc, très audacieux pour l'époque, bien filmé. Très bien filmé. Oui, c'est ça, visuellement, c'est très beau. Puis, je vous le dis, c'est très divertissant là, pour un très vieux film comme ça. Là. Comme Axan l'est d'ailleurs. On a parlé d'Axan plus tôt là, aussi. Là,
Ouais. C'est 2 films très divertissants. Là. Ça vaut la peine, des fois, de regarder des films muets, des vieux films comme ça. Et juste pour dire, un long métrage à cette époque-là, hein, on peut dire la durée du oui, film? on peut dire la durée du film, c'est pas trop long. Là. C'est 1h17. Ouais. 1h17. C'est ça un long métrage, ouais, à c'était l'époque. un long métrage à l'époque. À cette époque-là, c'était ça. Ouais. À cette heure, c'est 3 heures. Faut que tu prennes un après-midi de congé pour aller voir un film au cinéma à cette heure. Il y a beaucoup de longs films, effectivement. Oui, beaucoup de longs films. Alors, ça commence à être très excitant, Anthony. Là, on arrive dans les 7 meilleurs films Ah de oui, tous je les suis temps. excité, là. Et malgré tout ça, hein, y a des gens, justement, qui seront peut-être pas d'accord avec notre liste au complet, mais je suis certain que les films qu'on a mis là dans le top 10... Je suis sûr qu'il y a déjà du monde qui sont pas oui, mais tu sais, c'est des films importants, puis c'est difficile de dire que ces films-là méritent pas leur place là. Ouais. Comme celui qu'on a mis en 7e position, qui est un des rares films qui a eu une nomination aux Oscars pour le meilleur film l'année où il est sorti. Oui. Il n'a pas gagné, mais il a été nominé. C'est The Exorcist de William Friedkin, qui est sorti en 73. Moi, j'ai ici un petit peu le Complete Anthology, l'anthologie complète de The Exorcist. Mais évidemment, nous, on parle de l'original, le premier film. Moi, je parle plutôt de la version théâtrale. J'aime moins la version qui est le uncut longue, la version longue, là, qu'il y a des scènes qui devraient pas être là. Ben, c'était, en fait, j'ai entendu parler que William Friedkin, c'était pas son idée, là, de remonter ça. Il l'a fait un peu pour faire plaisir à quelqu'un qui connaissait. Okay. Fait que, en tout cas, je parle de la version, vraiment l'originale version théâtrale, là, The Exorcist, l'exorciste. L'exorciste en soi, là, est un chef-d'œuvre, de William Friedkin, qui est un réalisateur qui a fait des très grands films, surtout au début de sa carrière. Ouais. Quand même, là. T'as-tu le roman de celui-là? Oui, j'ai le roman. En fait, j'ai lu le roman, effectivement, qui existe évidemment en français aussi. Donc, voilà. C'est un roman écrit par William... C'est un roman de William Peter Blatty, qui a également écrit Exorcist Légion, qui a été fait également au 3e, qui a été réalisé comme étant l'Exorciste 3. Puis il a réalisé, William Peter Blatty, il a réalisé un des épisodes de la série, c'était Exorcist 3. C'est ça, il a réalisé le 3. Ouais. C'est lui qui a réalisé le 3 aussi. Ouais. Donc, le premier, là, évidemment, je pense que tout le monde connaît pas mal l'Exorciste. Hein, ben écoute, c'est le film à l'époque, quand c'est sorti, où il y avait des ambulances qui étaient parquées à côté des cinémas parce que les gens étaient malades, perdaient connaissance. Ouais. On connaît tous la jeune fille Regan là, qui tourne la tête. Sais-tu comment ils l'ont appelée dans la version française? Regan? Régine. Régine? Régine. Ah ouais? Voici, moi j'ai toujours regardé le film en anglais. Ouais, mais je l'écoutais une fois en français avec ma fille, puis j'étais là, Régine. Régine, ah ouais? Régine. OK. Ça a l'air d'une maladie vénérienne. Il me semble que ça tire moins, tu sais. Reagan, c'est mieux. Ça rentre moins au poste, là. Ben, il y a Ellen Burstyn qui est là-dedans. Ben oui, la grande Ellen Burstyn. Qui avait eu une nomination aux Oscars, je pense, pour son rôle là-dedans. Max von Sydow, acteur. Ben oui, un légendaire acteur suédois, là. Qui joue le prêtre. Qui a joué dans aussi beaucoup de films américains. Jason Miller qui est là-dedans aussi. Jason Miller, qui va revenir dans l'Exorcist 3 aussi. Ouais. Mais écoute, c'est un grand film, puis encore aujourd'hui, les effets d'horreur nous donnent des frissons. Là. Ça passe encore très bien aujourd'hui. Ça se regarde très bien. Linda Blair est devenue comme une star instantanée avec le film. Elle n'a pas su capitaliser dans sa carrière sur son succès. Je pense qu'elle est tombée dans l'alcool, puis elle a fait des mauvais choix un peu. Elle est vraiment devenue une des reines du cinéma série B aux États-Unis. Mais je pense que c'est ça. Elle est devenue comme trop populaire trop vite. Je pense, tu sais, elle était jeune, tu sais, c'était un enfant quand même. Ouais. Puis là, tout d'un coup, elle a fait l'exorciste, tu sais, je veux dire, c'est devenu le plus gros hit l'année où c'est sorti. Dans le fond, elle a eu son plus gros hit, son plus gros succès, sa plus grosse gloire quand elle était enfant. Ouais, exactement. Donc, The Exorcist en 73. Ouais. Et mon Dieu que ça a fait jaser ce film-là. Ouais. Écoute, ça a été... Et ça fait encore jaser, je pense. Ouais. Même les jeunes aujourd'hui, ils disent « Hey, tu vois un vieux film, on va regarder l'Exorciste. » Ouais. Ah oui, c'est très connu. Puis encore aujourd'hui, le film tient la route. C'est probablement un des meilleurs films de possession qui a été fait. Ben, je pense que probablement que c'est le film. C'est le film de possession par excellence, oui. Ici, on a en 6e position, moi ce film-là, je l'affectionne particulièrement. Numéro 6. Il est un petit peu plus haut sur ta liste originale. On l'a fait descendre un peu à ma demande personnelle. Halloween,
de John Carpenter, pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Écoute, c'est John Carpenter est arrivé avec ce film-là avec un concept assez simple. La babysitter qui se fait pourchasser par le croque-mitaine, qui est Michael Myers là-dedans. C'est comme ça qu'il avait vendu son projet au producteur. C'est comme ça qu'il est allé chercher son argent avec ce pitch-là. Et avec ce petit pitch-là très simple, il a fait un des films d'horreur les plus épeurants. Il a fait un des films d'horreur, un des rares films que j'ai déjà fait l'exercice d'écouter sans son. Juste avec les images. Puis le film était épeurant quand même. Ouais. Le film était épeurant parce que John Carpenter, avec ce film-là, a toujours une caméra qui épie un peu les personnages d'action. Quand on voit Laurie Strode qui marche dans les rues, la caméra est toujours à distance, mais on sent toujours comme si le personnage était là en train de la surveiller, de la regarder. Et c'est ça qui arrive dans le film, elle est épiée. Nous, on le sait que ce personnage-là est en train de la regarder, est en train de la fixer. Elle ne le sait pas au début. Elle va le remarquer à un moment donné, ce personnage-là, mais il nous le met toujours à l'horizon, on le voit pas tout à fait. Il va jouer beaucoup aussi avec... c'est lui qui fait le score, qui fait la musique. Il va s'amuser avec ça. Même si je dis que le film était peurant, sans musique, sans son, il reste que quand on l'écoute avec le son, c'est l'expérience ultime parce que John Carpenter, la trame sonore est assez simple, c'est des notes assez simples, mais le thème d'Halloween est devenu instantanément connu, populaire. Oui, et il va jouer un peu avec la musique dans le film parce qu'à un moment donné, il nous met quelque chose de bien inquiétant, puis là, on se dit, il va arriver quelque chose. Il arrive à rien. Fait que là, on est comme désarmé, on se dit, bon, coudonc, il n'est rien arrivé. Puis au moment où il nous désarme, paf! Il arrive avec un effet d'horreur. Donc, c'est vraiment efficace du début à la fin, la mise en scène. C'est Jamie Lee Curtis aussi qui joue Laurie Strode là-dedans, qui était toute jeune à l'époque, la fille de Janet Leigh et Tony Curtis, qui est devenue la Scream Queen de ces années-là. Et ça fait drôle parce que c'est la fille d'une autre Scream Queen. D'une autre Scream Queen qui est morte dans la douche dans Psycho, tu sais, Janet Leigh. Donc, oui, c'est au niveau de la réalisation, c'est un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. John Carpenter s'est surpassé avec ce film-là, avec très peu de moyens, et on sent qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à tourner ce projet-là. Et évidemment, il va y avoir une pléthore de suites de Halloween, mais rien qui va jamais égaler l'original de 1978, en 6e position, Halloween de John Carpenter. Yes, sir. Oui, monsieur. En 75, les gens qui aimaient aller passer leurs vacances sur le bord de la plage durant l'été, numéro 5, tout d'un coup, ont été pris de panique. Les gens allaient nager sur le bord de la mer et voyaient un aileron soudain apparaître. Et après, est allé au cinéma voir Jaws de Steven Spielberg. Je sais pas, je fais bien la musique, là. C'est pareil. C'est pareil. La musique de Jaws, Jaws, effectivement, la musique de John Williams, qu'on a connu pour quasiment tous les films de Steven Spielberg, là, qui a composé la musique des films de Steven Spielberg. Jaws. Basé sur un roman de Peter Benchley. Peter Benchley, Jaws, qui est un des grands blockbusters de l'histoire du cinéma. Ça a été le premier blockbuster. Oui, ça a été comme un petit peu reconnu comme effectivement le premier blockbuster, je pense que l'Exorciste avait été comme un petit peu le début des choses, mais c'est Jaws qui a été le grand blockbuster où les gens ont fait la file là, pendant longtemps et des grosses files. Il a parti un peu le bal, tu sais, les films, vu qu'il est sorti durant l'été, il a parti le bal, tu sais, des gros films qui sortent l'été, qui font beaucoup d'argent. C'était ça. Avant Star Wars là, et tout ça, là, il y a eu Jaws, là. Puis, mais c'est pas juste ça, hein, c'est un grand film aussi, là. Premièrement, je veux dire, les scènes sont mémorables. Le requin nous reste en tête longtemps. Et le casting, Roy Scheider, Richard Dreyfuss. Ah oui, écoute, c'est un trio incroyable. Et également Robert Shaw. Robert Shaw. Oui. Qui ont une scène mémorable dans le bateau à un moment donné, tous les trois, où ils se comparent leurs cicatrices. Et Robert Shaw, il y a une mort aussi très mémorable. Ouais. Ah oui. Ce qui est mémorable aussi, ça a été le tournage. Quand Spielberg en parle, ça a été épouvantable, le tournage. Je pensais que ça allait être le dernier film qu'il allait réaliser de sa vie. Il se disait, ils me laisseront pas faire d'autres films après ça. Parce que il y a eu toute une carrière. Le film était une expérience cauchemardesque pour lui. Il a tourné sur l'eau, les conditions, le ciel changeait tout le temps.
le requin ne fonctionnait pas. Mais il a pris une embûche puis il l'a transformé en force. Parce que le fait qu'on ne voit pas le requin dans le film, ça devient presque ça qui fait que le film est bon. Oui. Je pense que ça a été comme un accident qui est devenu un coup de génie, dans le fond. Oui, exactement. Ouais. Donc Spielberg, qui est vraiment devenu le réalisateur en demande après le tournage de ce film-là. Ben oui. En 4e position, c'est un film qui, au départ, figurait dans ton top, dans le top de ta liste. Et je sais que c'est un film qui est très cher à tes yeux. Moi, je l'aime. Je l'aime comme. Tu l'aimes d'amour. J'aime. je dors quasiment à côté avec ce film-là. T'es pas peureux? Non, j'exagère un peu, là, évidemment. C'est The Silence of the Lambs, le silence des agneaux. Ouais. Évidemment, c'est basé sur le roman de Thomas Harris. Ouais. On en avait parlé beaucoup. Eh boy, on a fait une grosse vidéo là-dessus. Oui, on a fait une grosse vidéo là-dessus. On en a parlé beaucoup dans une vidéo, là. Ouais. Sur les films, sur les tueurs serial killers, là, la première partie de notre séquence serial killers. Le silence des agneaux, évidemment, c'est avec Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn. C'est une agente recrue du FBI, en fait, qui est en formation, qui s'en va consulter un tueur en série pour, en fait, un petit peu avoir des indices sur un autre tueur en série qui a kidnappé une femme. Qui a kidnappé c'est ça, qui est actif dans le film, là. Fait ils veulent l'attraper, disons, là. Donc, elle va le consulter, ce tueur en série-là, qui est emprisonné, qui est dans un hôpital psychiatrique, là, qui s'appelle Hannibal Lecter. Hannibal the Cannibal. Hannibal the Cannibal, oui. Qui est devenu un personnage célèbre aujourd'hui, là. C'est quoi son film préféré, Hannibal Lecter? Cannibal Holocaust. Ouais, c'est ça. Dont on a parlé tantôt. Oui, Hannibal, qui est un personnage aussi très, quand même, méchant, mais en même temps très cultivé. Fascinant. Et fascinant, oui. Tu vas voir la vidéo qu'on a faite là-dessus, ça vaut la peine. Donc, c'est ça. Ouais, j'en parlerai pas plus longtemps parce qu'on a fait comme possession, là, on a fait une vidéo assez, on en a parlé assez longuement. Oui, exactement. Voilà. The Silence of the Lambs, Silence des agneaux. Oh yeah! Alors, on arrive dans le top 3, mes chers amis. Le top 3, les 3 meilleurs films d'horreur de tous les temps. Alors, on y va avec un film de 1980 par un des plus grands réalisateurs de tous les temps, Stanley Kubrick, avec The Shining, qui est sorti en 1980 avec Jack Nicholson. Oui, mon réalisateur préféré, qui est Stanley Kubrick. Évidemment, c'est pas vraiment un réalisateur de films d'horreur. Par contre, il a fait The Shining, qu'on voit ici. The Shining, évidemment, c'est un des films d'horreur les plus populaires, les plus connus de l'histoire du cinéma aussi, hein, comme Jaws et d'autres films qu'on a nommés. Il a pris des grosses libertés par rapport au roman de Stephen King. Il a pris des grosses libertés. Et le roman, je l'ai en main ici. Le roman est très différent. Je l'ai lu, le roman, surtout par curiosité. Je voulais voir pourquoi que Stephen King avait tant détesté le roman, la version de Stanley Kubrick. Et effectivement, il y a des grosses différences. Je comprends pourquoi que Stephen King préfère son roman, bien sûr. Parce que Kubrick a été très libre. Il en a fait, disons, sa propre adaptation. Le labyrinthe, c'était-tu dans le roman, ça? Le labyrinthe autour? Le labyrinthe n'était pas dans le roman. Il apparaît dans le roman comme juste une petite parenthèse, là, tu sais. Mm-hmm. Mais dans le roman, dans le film, le labyrinthe joue un rôle très important. Il est là à la fin du film. C'est le centre de la fin du film, tu sais. On peut dire que c'est le plus grand film de maison hantée de l'histoire du cinéma. C'est comme le... Moi, je considère que, ayant lu le roman, et je considère que le film de Stanley Kubrick est meilleur que le roman de Stephen King. Il y a des fans, je sais qu'il y a beaucoup des fans de Stephen King qui considèrent que le film de Stanley Kubrick est pas bon. Mais c'est ça. Et vous voyez ici, là, il y a on prend le risque. Le Blu-ray de The Shining, là. Ouais. Je prends le risque de me faire attaquer par les fans de Stephen King. Non, mais je pense qu'il y a suffisamment de gens qui aiment ce film-là pour. Mais je pense que The Shining était suffisamment aimé. Oui, effectivement. Tu sais, je trouve que quand on regarde le film,
je veux dire, chaque décision que Kubrick a prise dans ce film-là, il n'aurait pas pu faire mieux que ça. On se dit, là, écoute, toutes les lentilles qu'il a pris pour tourner, l'éclairage, l'atmosphère du film. Sur le plan technique, c'est impeccable comme film. Sur le plan technique, la caméra, comment je dirais ça, la Steadicam a été utilisée de façon révolutionnaire dans ce film-là. Ça n'a jamais été utilisé comme ça. Ouais. On sent-tu qu'il est vivant, cet hôtel-là? On la sent vivante. On la sent qu'elle est vivante. On sent comment je dirais ça, l'isolement des personnages. L'isolement est très important dans ce film-là. Tu sais, c'est une famille qui sont trois. Puis, comme Kubrick disait, c'est une famille qui vire fou ensemble. Ouais. Puis, le film repose en grande partie sur l'efficacité de la mise en scène de Kubrick, mais également, on va le dire, sur la qualité, l'intensité de la performance de Nicholson et de Shelley Duvall aussi, qui est excellente là-dedans. On la nomme pas assez parce que elle joue un rôle primordial dans Je pense que Shelley Duvall n'a jamais eu le crédit qu'elle aurait mérité. C'est un rôle extrêmement intense sur un tournage qui a été extrêmement intense aussi. Elle a l'air terrorisée, mais je pense qu'elle était terrorisée par Stanley Kubrick. Je pense qu'elle était... dans Shelley Duvall a été aussi un petit peu... c'est une personne qui était très sensible. Puis Stanley Kubrick n'était pas quelqu'un de très sensible. Fait que... Il dit, alors ouais, pleure, là! Pleure! Non, tu pleures pas assez, là! Pleure plus que ça! Je pense que Shelley Duvall était très sensible, fait qu'elle a été un petit peu bouleversée un petit peu par le tournage de la direction de Stanley Kubrick. Mais elle a dit par contre qu'elle est très, très contente quand même d'avoir participé à ce film-là. Malgré qu'elle ne referait jamais l'expérience, elle était quand même contente d'avoir été, comment je dirais ça, faire partie de ce film-là. Ah, écoute, un film impeccable. Vraiment dire, irreprochable. Les trois premiers films, dans le top 3, il n'y a pas de défaut à ces films-là. Là. Le deuxième, Alfred Hitchcock, fallait le nommer, hein, c'est... écoute. Je pense que ça aurait été un péché là, de ne pas nommer ce film-là. Psycho, dans Alfred avoir Hitchcock. Ce film-là dans le top 5. Là, quand on parlait l'autre fois de notre spécial de tueur en série, on s'est dit à un moment donné, il va falloir parler de Psycho. Mais on a l'occasion de le faire. Là. On l'a mis en deuxième position dans notre top 31 des meilleurs films d'horreur de tous les temps. On a Psycho ici. Là. Ouais. Et à l'époque, Hitchcock avait fait toute une campagne promotionnelle autour de ce film-là. Il disait « Laissez pas rentrer les gens si les gens arrivent en retard. » Il voulait pas que les gens... il voulait pas non plus que les gens disent de spoilers sur le film. C'était bien important de garder le mystère autour de la fin du film. Et c'était audacieux parce que Hitchcock, là-dedans, tue son personnage principal, joué par Janet Leigh, en plein milieu du film. Ouais. C'est une femme qui se sauve, elle a fait un vol, ça, elle s'en va. On suit ce personnage. J'ai jamais vu ça. Elle arrive dans ça avait jamais été fait en 1960. Non. Avant les grosses vedettes, là, c'est intouchable. C'est intouchable. Ouais. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans le film que Hitchcock avait fait de Lodger. Ouais. Avec l'acteur Ivor Novello. Novello, qui voulait pas toucher à son image. Donc, il avait fait une fin joyeuse dans The Lodger. Et là, ça n'a pas été le cas pour Janet Leigh. Parce que, justement, c'était une grosse vedette. Mais il a brisé cette tradition-là avec Psycho, avec Vivien Leigh. Tu sais, dans tout ce que Hitchcock a fait, tu sais, c'est un authentique film d'horreur. Ouais. Tu sais, il y a des films, c'est des thrillers. Oui, The Birds. The Birds, on peut dire que c'est un film d'horreur aussi. Oui. Mais Psycho, c'est vraiment de l'horreur pure. C'est un film de tueur en série qui va en inspirer beaucoup d'autres. Là, on retrouve le personnage joué par Anthony Perkins qui joue Norman Bates, qui est un personnage qui est inspiré de tueurs en série qui ont déjà existé. Un peu comme le tueur dans Silence of the Lambs, il est obsédé par sa mère, il se déguise en femme, il se déguise là, c'est sa mère, il prend l'apparence de sa mère. Il y a comme une double personnalité. Et il y a probablement pas de scène qui a été plus analysée que la scène de douche de Psycho dans les cours de cinéma, dans les revues de cinéma. C'est une des scènes d'horreur qui a été... Brian De Palma l'a repris dans plusieurs de ses films. Il y a tellement de cinéastes qui ont fait de clin d'œil à ça. Pas plus tard que l'an dernier avec le film Maxine, encore on faisait des clins d'œil à Psycho avec le manoir de Norman Bates qu'on présente dans le film. Il y a eu des suites à Psycho. Le deuxième était pas pire.
avec Anthony Perkins. C'était bon, une bonne suite. Que lui-même avait réalisé, je pense. Non, il avait fait le troisième. Je me rappelle pas qui avait réalisé le deuxième Psycho. Mais c'est l'original, évidemment, d'Alfred Hitchcock, qui a tout changé la donne pour le cinéma d'horreur. Ouais. Il n'y aurait jamais eu tous les autres films qu'il y a eu après doivent quelque chose à Psycho. À Psycho, définitivement. Ouais. Et la musique de Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, ah oui. Ça aussi, c'est mémorable, c'est iconique. Ça a fait. On l'a repris pour Réanimateur. C'est comme la musique de 2001, entre autres, là, ou du jazz qu'on a mentionné, que j'ai essayé d'imiter tantôt. Là. Avec grand succès. C'est une trame sonore de Psycho là, qui a marqué le cinéma aussi. Là. Ben, je parlais tantôt de la trame sonore de Réanimateur qui a copié un peu l'air de Bernard Herrmann. C'est ça. Ben, écoute, c'est encore aujourd'hui, il y a beaucoup de trames sonores qui s'inspirent de celles de Psycho. Ouais. Comme on vous dit, tout est parfait dans Psycho. Le beat du film, le punch au milieu, le punch à la fin, tout fonctionne. Tout s'emboîte bien. Donc, Psycho en deuxième place d'Alfred Hitchcock. Et maintenant, ça va être le temps de parler du numéro 1. Alors, le numéro 1, celui qu'on considère, après s'être consulté comme étant le plus grand film d'horreur de tous les temps. J'imagine qu'il y en a qui l'ont deviné, parce qu'ils vont se dire « Ah, il n'a pas été nommé encore! » Ils n'en ont pas parlé encore. Alors, c'est, sans surprise, Friday the 13th. Ah non. C'est pas Friday the 13th. C'est 1974. Oui, 74. The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper. C'est vraiment, pour moi, l'expérience d'horreur la plus viscérale que j'ai vécue dans ma vie. Et quand le film est sorti, je me souviens que j'ai vu, à un moment donné, une conversation. Ça, c'est les vidéocassettes qui sont sorties à l'époque. Vous avez le titre « Massacre à la tronçonneuse » et la traduction québécoise « Massacre à la scie ». Il y avait une traduction au Québec à l'époque qui est disponible encore. Ceux qui peuvent mettre la main sur la vidéocassette, parce que la traduction s'est perdue avec le temps. Mais ce film-là, c'est un petit miracle parce que c'est un film qui a été tourné une gang d'amis, un peu comme Evil Dead, là, ça a été tourné avec très peu de moyens, très peu de budget. Une histoire de tueur en série, encore inspirée un peu de Ed Gein, avec une famille de cannibales, une famille de tueurs. Et là, c'est des touristes là, qui se promènent au Texas durant une fin de semaine et qui vont visiter un peu le coin. Et ils vont frapper à la mauvaise porte parce qu'ils vont se retrouver dans une maison qui est la propriété d'une famille de fous furieux. Ils vont être la victime, entre autres, de Letterface, qui est un tueur qui parle pas dans le film, qui s'exprime pas, qui est un genre de simple d'esprit, qui fabrique des morceaux de vêtements avec la peau de ses victimes, un peu comme faisait Ed Gein, le tueur en série. Et c'est une expérience hors du commun, ce film-là. La première fois que je l'ai présenté mon fils l'a vu la première fois, il dit, mon Dieu, c'est vraiment... T'as l'impression d'avoir vu le truc le plus horrible que t'as vu dans ta vie. T'as presque l'impression d'avoir vu un snuff movie. Oui, c'est ça, exactement. Le film. J'ai toujours qualifié le film Texas Chainsaw Massacre comme de snuff movie. Pourtant, tu vois pas de sang, pratiquement. Non, c'est ça, mais... La violence est hors champ, mais c'est tellement intense. C'est tellement... C'est authentique, c'est vrai, il y a quelque chose de réel dans ça, tu sais. Oui, eh ben, écoute, aller au départ par la performance des acteurs, je veux dire, Letterface et compagnie ont l'air complètement cinglés, ont l'air fous. Letterface, tu sais, la scène où il s'empare de la fille puis il ferme la porte, là, il a l'air là, la première fois que tu vois ça, là, tu sais, quand tu cognes le gars avec le marteau pour tuer les cochons, tu te dis, mon Dieu, OK, on est ailleurs, là. On voit un peu même, c'est cette scène-là qu'on voit sur la couverture de de la version de mon édition, Il y a eu beaucoup d'éditions, évidemment, de ce film-là. Ici, on voit le visuel d'origine, celui qui était sur les posters au cinéma à l'origine. Mais la genèse de ce film-là, écoute, Tobe Hooper, je pense pas qu'il s'attendait à ce succès-là quand il a tourné le film. C'est un projet qu'ils ont tourné. Écoute, pas beaucoup d'argent. Ça a l'air que ça sentait pas bon quand ils ont tourné. Premièrement, l'acteur qui faisait Letterface, il portait un costume, il suait là-dedans. Ça a l'air qu'il sentait pas très bon. Ça a l'air que, tu
On a fait rentrer dans la maison des morceaux là, on allait chercher des morceaux d'animaux morts qu'on mettait, ça pourrissait dans la maison. On tournait à 35 degrés Celsius dehors, il faisait chaud. C'était épouvantable les conditions de tournage, mais ça donnait un film complètement cinglé, un film de fou furieux qui va devenir, à mon avis, l'expérience d'horreur la plus incroyable que vous pouvez avoir au cinéma. William Friedkin, je me rappelle, il y a une entrevue de William Friedkin avec Toby Hooper. Je me rappelle pas quelle année ça a été fait, plusieurs années après la sortie du film. William Friedkin s'était fait dire quand le film est sorti, parce que un an avant, il y avait eu The Exorcist, qui était considéré comme le plus gros film d'horreur, le plus épeurant. Il y a quelqu'un qui avait dit à William Friedkin, il est sorti un film qui est encore plus épeurant que le tien. Une personne qui avait vu The Texas Chainsaw Massacre. Et William Friedkin ne croyait pas tellement à ça. Il dit, je vais aller au cinéma, ça a l'air d'un film de genre. Mais il dit, je me suis assis dans la salle, puis quand le film s'est terminé, il a dit, il avait bien raison. C'est le film le plus épeurant que j'ai vu dans ma vie. C'est le film le plus effrayant, l'expérience d'horreur, c'est du macabre, tu sais, quand on parle d'horreur pure, c'est ça, c'est Texas Chainsaw Massacre, on peut pas faire mieux que ça, vraiment. Il y a tellement de scènes qui nous restent dans la tête. L'intensité du film. Quand la fille crie à la fin, c'est Marilyn Burns qui joue là-dedans, là, qui tape sur la tête avec un marteau. Ça a l'air qu'elle était tellement à bout de nerfs de tourner ces scènes, que c'était tellement la folie, ça puait, il tournait depuis, je pense, 15 heures de temps sans arrêter. Quand on la voit crier à la fin, elle crie pour de vrai, là, elle est vraiment épuisée, elle hurle, elle crie, tu vois, c'est vraiment un cauchemar, ce film-là. Donc, moi, c'est un film que j'ai vu, revu, analysé. J'ai lu des livres là-dessus. Je l'ai revu plusieurs fois, moi aussi, là. Il y a le livre, excellent livre de Julien Sévéron qui est sorti en 2 parties. Le premier qui parle de la genèse du film. On montre le scénario, des images du tournage, des entrevues qu'il a fait avec les acteurs, directeurs photo, un petit peu avec Toby Hooper, un peu avant qu'il meure. Et le deuxième livre qui est consacré à toutes les suites qu'il y a eu de Texas Chainsaw Massacre. Il y en a eu quelques bonnes, d'autres moins bonnes, pas mal. Il y a eu un remake aussi qui a été fait du film, mais rien qu'approche à 1 kilomètre de l'original qui, à mon avis, c'est un intouchable. C'est le meilleur film d'horreur de tous les temps, selon notre liste. Je peux vous dire que oui, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'Éric dit. C'est sûr que moi, j'avais mon choix personnel aussi comme étant le film numéro 1, mais je pense que si on y réfléchit beaucoup, là, on peut s'entendre que Texas Chainsaw Massacre est vraiment un ultime film d'horreur là, à mettre vraiment dans une liste comme étant un film, un des plus importants vraiment de tous les temps. C'est l'expérience d'horreur la plus viscérale que vous allez vivre. C'est une expérience comme aucune autre en tant que film d'horreur, oui. Ouais. Et t'avais-tu des suggestions à faire, des trucs? Oui, une petite suggestion de lecture, un beau petit livre ici que j'ai trouvé une fois. Je me suis acheté. C'est le cinéma d'horreur de Taschen, de la compagnie Taschen, qui font en passant des très beaux livres. Là. Ici, vous avez... ça, c'est quoi, là? C'est The Creature... le Creature from the Black Lagoon. Creature from the Black Lagoon, c'est la page couverture. En arrière, vous avez Bram Stoker's Dracula de Coppola, qui est aussi un bon film d'horreur, là, mais c'est pas dans le top 30. Non. Vous avez vraiment là de multiples films d'horreur dans ce livre-là, là, encore plus que les films qu'on a nommés. Là, en tout cas, plein de films d'horreur. C'est un beau livre. Il y a de la lecture à faire et il y a plein d'images. Là, c'est rempli d'images. Très bon livre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre top 31. Hein. Il y avait 31 jours au mois d'octobre, donc on a fait 31 films d'horreur qu'on considère parmi les plus grands films de tous les temps. Pour nous, c'est ça, c'est le top 31 actuellement dans notre existence. Selon notre opinion personnelle, c'est les 31 meilleurs films. Vous saurez nous le dire si vous trouvez qu'on est à côté de la plaque, vous nous le direz dans les commentaires. Respectueusement, évidemment. C'est certain que n'importe quelle liste, ça peut se débattre. Hein, oui, je veux dire, oui. Il y a toujours des films aussi que, tu
sais, qui sont oubliés. Quand on fait une liste, on se limite aussi, hein. Tu sais, 30 films, ça limite aussi, hein. C'est certain qu'on aurait pu faire une liste de 100 films, là, mais on aurait fait une vidéo de 4 heures, tu sais. Ben, j'ai vu une vidéo, il y a pas longtemps, un YouTuber qui avait fait une liste des meilleurs films d'horreur, des plus grands films d'horreur de tous les temps. Son premier film, c'était Trick or Treat. Tu sais, Non. Je suis pas d'accord. Je m'excuse, non. Je suis pas d'accord. Non, Mais... écoute, non, mais c'est là que tu vois que, tu sais, je veux dire, on s'entend que Texas Chainsaw Massacre, là, c'est pas mal meilleur. C'est pas mal l'ultime film d'horreur. Tu sais, nous autres, il n'aurait pas fait le top 100, mais bon, écoute, Trick or Treat n'aurait pas fait le top 100. Non, Trick or Treat n'aurait pas fait le top 100. Mais ça dépend toujours un peu des films qu'on a vus, de l'expérience qu'on a vue aussi avec les films, de la génération, des années où on est né aussi. Ouais. Tu sais, il y a toujours des films qui sont oubliés. Il y a des films que moi, j'aurais mis sur la liste, que j'ai dû sacrifier aussi. Tu sais, je veux dire... Si on parle même dans les dernières années, il y a eu quelques films qui vont peut-être finir sur la liste. Des films que, tu sais, on va dire, on va attendre de voir un peu avec l'effet du temps, si ces films-là vont nous rester dans la tête. Tu sais, des films comme The Conjuring. The Conjuring. Il y a It Follows aussi, que j'ai bien aimé. Il y a un film qui s'appelle aussi The Witch. Weapon, cette année, qui est sorti. Weapon, c'est un bon film aussi. Il y a des films asiatiques The Witch, oui, c'est un très bon The aussi, Witch. Il y a un film qui s'appelle Pulse aussi, qui est un film asiatique également. Ouais. Il y a un film qui s'appelle A Tale of Two Sisters, qui est un film également un très bon film. Et si on avait continué la liste du 32e aller jusqu'au 100e, vous auriez probablement vu apparaître des films comme Hellraiser, comme le premier Friday the 13th, ou des trucs comme ça. Vous les auriez vus apparaître. Mais là, il fallait en choisir 31 et on a choisi ceux qu'on considérait comme étant les 31 meilleurs. C'est notre opinion personnelle. On l'a fait à deux, donc on s'est consulté, on a débattu un peu là-dessus. Donc, je vous invite à faire l'exercice vous-même, hein, essayer de penser aussi. Si vous avez une liste aussi, on aimerait ça la voir dans les commentaires. Oui, exactement. Oui, ça serait vraiment bien de nous dire des fois dans quel classement vous mettez les films. Je suis certain qu'il y a bien des films qui vont se retrouver dans votre liste aussi. Dans ce qu'on a mis, oui. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Anthony, d'avoir participé à ce projet-là avec moi. Et on va vous faire d'autres vidéos, évidemment. Les grands films du monde vont revenir au mois de novembre, certainement, avec des nouveaux films qu'on va vous présenter. On va laisser de côté un peu l'horreur au mois de novembre. On en a assez parlé au mois d'octobre. Il y a des gens qui m'ont dit, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils aimeraient ça revoir d'autres vidéos sur les giallo dont on a fait. C'est noté. On va vous faire sûrement d'autres choses sur les giallo. On n'est pas à court de giallo. On en a. Non, puis moi, comme j'ai dit, c'est une passion dans une passion. Hein, donc, je peux en parler encore longtemps. Donc, j'espère que vous avez apprécié le top 31. Je vous souhaite un bon Halloween. Ramassez bien des bonbons, puis mangez bien du sucre. Et écoutez beaucoup de films d'horreur, surtout. Oui, c'est ça qu'on veut. Regardez les films d'horreur. Exact. Donc, merci. À la prochaine. Bye. Salut tout le monde.